Bonjour à tous et bienvenue en ce Glénat Manga Live, un Manga Live exceptionnel évidemment puisque nous avons cette émission aujourd'hui à midi. On vous avait prévenu évidemment dès la dernière fois, mais est-ce que ça vous plaît? N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Est-ce que ce créneau est intéressant ou pas pour vous? Sachant que je vous rappelle que si jamais c'est compliqué parce que vous êtes au taf ou vous déjeunez, et bah vous pouvez totalement utiliser un peu la version podcast, c'est-à-dire juste nous écouter en fait. Juste nous écouter, c'est très bien en fait. Parce qu'il y a vraiment besoin de nous regarder absolument. Alors peut-être un petit peu, je sais pas, je me rends pas compte. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on va vous montrer, mais en vrai vous pouvez totalement nous écouter aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire des petits retours sur les réseaux sociaux par rapport à ce créneau, on a vraiment envie de savoir. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'incroyables Nakama, puisque le thème aujourd'hui sera One Piece. Je suis avec Winnie Sensei. Wouh! Salut, ça va? Ça va? Grave, bah écoute, ça fait grave longtemps que je suis pas revenu mais ici trop. D'ailleurs. Enfin, je reviens chez Glénat pour faire d'autres contenus. Oui, mais bien sûr, on voit sur les réseaux sociaux, évidemment. Exactement, ouais, c'est ça, toutes les semaines, je présente les dernières sorties de chez Glénat de temps en temps, donc mais là en live avec toi ça faisait longtemps. Oui, exactement. Puis peut-être qu'on se reverra aussi un petit peu à Japan Expo, hein, ça arrive bientôt et très très bientôt évidemment. Ouais, dans un mois et demi, hein, ça arrive vite là. Ah, mon Dieu, attends. Nani? Déjà, attends. Ouais, bah on est au mois de juin, bah oui. C'est vrai qu'on est au mois de juin. Eh oui. Oh, Attention, la phase de déni est toujours en cours pour le moment. Et à côté, il y a également évidemment Benoît Huot, éditeur Bonjour chez Glénat Manga. Comment ça va? Très très bien. Et je suis ravi de tester cette phase, justement, ce live de midi. Donc comme l'a dit Caro, n'hésitez pas à nous dire si ce créneau vous convient et s'il y a des choses à améliorer. On sera ravi de prendre tous vos conseils. Alors je vois déjà qu'il y a donc des petites réponses un petit peu sur le chat, hein, des gens qui nous saluent évidemment. Bonjour. Et on vous fait des très gros bisous, bien sûr, merci d'être avec nous sur ce live ce midi. Il y a déjà des questions sur Skypia, mais il y a un créneau pour ça, c'est dans quelques instants. Vous pourrez poser la question. N'hésite pas, Stick23, garde ta question, parce qu'il y a un moment de l'émission, on va parler de coffret, puisque justement ce coffret va sortir. N'hésite pas à la reposer à cet endroit-là, histoire qu'on soit un petit peu raccord avec les contenus, car comme vous le savez, il y a différentes rubriques, et on va commencer par la première, à savoir l'actualité. Plein d'incroyables nouvelles en ce mardi 4 juin. Sachez que hier a été lancé le premier épisode du podcast de Glénat. C'est incroyable, c'est le podcast Glénat Manga. Regardez, il est consacré au manga Blam de Tsutomu Nihei. Et figurez-vous que, évidemment, cet incroyable podcast est présenté par Lloyd Cherry. On lui fait des très très gros bisous. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises dans des événements professionnels, mais aussi grâce à Glénat. Donc toujours très contente de voir qu'il est aux commandes de superbes projets comme celui-ci. Donc si vous êtes intéressé par cet univers, je crois que tu as participé aussi à tous les épisodes ou... Je crois que j'ai participé aux 3 épisodes, oui. Parce qu'en fait, il y en a effectivement 3. Le premier donc est disponible depuis hier et vous retrouverez les 2 prochains le 10 et 17 juin. Un petit teasing un petit peu sur eh bien, dans ces 3 épisodes du podcast, on va bien évidemment parler de Blam, de Tsutomu Nihei, de son œuvre. C'est un podcast qu'on a voulu à la fois accessible et recherché, qui permet justement aux personnes qui ne connaissent pas Nihei de découvrir et de comprendre dans quelle mesure cette œuvre est véritablement pertinente. Et ce qui fait que si jamais vous ne connaissez pas, vous allez pouvoir, on espère en tout cas, avoir envie de vous plonger dans cela. Et à l'inverse, si au contraire vous êtes un spécialiste exégète de Nihei, nous avons eu la chance d'avoir de très grands invités spécialistes du genre, que ce soit de son œuvre ou de la science-fiction ou du cyberpunk en général. Et donc ça permet aussi de jeter des passerelles et des analyses qui sont particulièrement stimulantes à l'écoute. Donc je vous invite à les écouter avec grand plaisir. Enfin, franchement, meilleure manière. Le speech est impeccable. Même moi là, j'ai pas encore écouté, je vais l'écouter direct après le live. Non, mais le truc c'est qu'en plus il arrête pas de faire des blagues à base de mon texte, mes notes et tout. Mais il l'a caché quelque part. On aurait dit qu'il lisait quelque chose qu'il avait déjà. Il y a pas de prompteur. Hein, non, il y a pas de prompteur. Je le confirme. Ouais. J'ai juste mon palais mental avec mes idées qui sont stockées, donc je passe à l'étage inférieur au fur et à mesure. C'est littéralement, j'ai l'impression qu'il a ouvert un tiroir et qu'il avait ramassé son document. C'est impressionnant. Grave. C'est impressionnant. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à le retrouver sur le petit lien qui a été posté sur le chat. Si vous êtes curieux, mettez-le en favori hein, et vous l'écouterez juste après notre émission. Bien évidemment, c'est la meilleure manière de faire. Ensuite, incroyable nouvelle, on l'attendait depuis tellement longtemps. Je vous harcelais depuis des mois, littéralement, par rapport à Sakamoto Days et l'arrivée potentielle d'un animé. On n'en pouvait plus. Et bien, ça y est, nous pouvons nous réjouir car une date a été annoncée, janvier 2025, et surtout, on sait qui c'est qui va s'en occuper. Il s'agit de TMS Entertainment. Et en fait, un des trucs qui m'a le plus plu
très honnêtement, c'est le seiyuu, le comédien de doublage, qui va s'occuper de faire la voix de Taro Sakamoto, parce qu'il s'agit de Tomokazu Sugita. Et alors, il a fait vraiment pas mal de personnages assez emblématiques. Pour sortir très légèrement un peu du catalogue Glénat, il a fait Gintoki, le héros de Gintama. Il a aussi fait... Alors, c'est un personnage qui fait à chaque fois jaser dans Deux Chiens. Donc, Katakuri pour les gens d'internet, évidemment, dans One Piece. Donc, quelque part, il est en plus hyper lié, finalement, déjà aussi au catalogue de Glénat. Il a fait Taiju dans Tokyo Revengers aussi, dans l'animé. Et dans Bleach, il a fait Kensei Mugumura, qui est le capitaine de la 9e division. Donc c'est un personnage... C'est un sacré CV en tout cas. Et encore, je crois que j'ai fait 1% de son CV littéralement. C'est le gars, il a une expérience, il fait ça depuis super longtemps et il a eu de très 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 gros rôles parce qu'en fait j'ai quand même essayé d'axer un petit peu autour de Glénat, mais évidemment dans d'autres licences il a fait tout plein d'autres personnages. C'est quelqu'un d'extrêmement populaire aussi, donc vraiment très 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 contente d'entendre sa voix. Je trouve qu'elle colle hyper bien justement à Taro Sakamoto. On n'a pas eu grand chose d'ailleurs à se mettre sous la dent, c'est un teaser extrêmement court qu'on a pu voir, regardez, vous l'avez à l'instant sous les yeux, donc c'est pas énorme, mais le chara-design est pas mal. Moi je m'inquiétais aussi un petit peu au niveau du chara-design. Ouais, bah je trouve que c'est assez identique, moi j'ai comparé un peu avec certaines pages du manga, je trouve que c'est assez authentique par rapport à l'œuvre originale. On connaît cette illustration, elle a été réutilisée plein de fois. Non, franchement... c'est pas mal. Après, moi je pense que il faut qu'on en voit plus, évidemment, beaucoup plus tard sur les phases de combat, puisqu'en fait, on le sait, l'auteur, il est hyper fan de cinéma, donc évidemment tout est pensé vraiment avec des plans très particuliers, un rythme et une énergie qui lui est propre. Donc moi j'attends de voir effectivement que ce soit beaucoup plus mis en place, car là je pense que ils ont dû faire un teaser pour contenter les gens parce qu'on n'en pouvait plus. Ouais, c'est ça, pour l'annonce, c'est ça exactement. Et moi, je trouve ce qui est cool, par contre, c'est il y a déjà une date de sortie qui va arriver dans pas si longtemps que ça, en vrai. En vrai, ouais. Donc, parce qu'en général, quand il y a des annonces d'animé, tu sais, on attend souvent un an ou voire pas de date du tout. Et là, ils t'annoncent l'animé avec une date précise et ça, je trouve ça cool, en vérité. Ouais. Après, il y a des petites rumeurs sur où est-ce que ce sera diffusé, parce que du coup, en général, on a la chance de l'avoir sur la plus grande plateforme de diffusion qui existe actuellement. Mais a priori, j'ai cru entendre Netflix aussi, donc je sais pas encore, ça reste à valider. C'est vraiment que de la supposition par rapport aux 2-3 petits éléments qu'on a pu voir popper sur Internet. Mais oui, non, clairement, ça fait très très plaisir parce que il y a pas mal de gens depuis quelques temps, je trouve, sur les réseaux sociaux justement, qui sont en train de faire une extrêmement bonne publicité, j'ai envie de dire, pour Sakamoto Days, un peu en mode mais réveillez-vous, enfin pourquoi personne n'en parle, ça n'a absolument pas de sens, le manga est incroyable, il foudroie tout plein de séries, je reprends exactement les termes d'internet, c'est pas forcément moi qui m'exprime comme ça. On cite les tweetos, etc. bien sûr. Voilà, après j'aurais dû vraiment noter le tweet exact et dire c'était machin, c'était truc. J'avais fait une vidéo avec Glénat justement pour parler du dernier tome de Sakamoto, et justement c'était un peu ça le fil conducteur, c'était de mettre en avant cette propagande qu'il y avait autour du manga, quoi, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui suivent de manière quotidienne récemment, qui sont montés dans le train, et même qui suivent de manière quotidienne les chapitres qui sortent de manière hebdomadaire, donc non, il y a dire quotidien, donne-moi ton secret. Oui, hebdomadaire, j'ai tout mélangé, quotidien, hebdomadaire, une page par jour, je devrais y arriver. Ça, c'est peut-être la vraie technique pour jamais être en manque. Une page parle. Oh, ça doit être dur, ça doit être dur. Ah, ça doit être horrible, ça. Non, oui, de manière hebdomadaire, pardon, excusez-moi. Mais ouais, donc, non, franchement, j'ai hâte de voir l'animé. Ça va être, je pense, un des animés déjà les plus attendus de l'année 2025. Mais tout le monde confirme, effectivement, tout le monde en parle énormément en ce moment. C'est devenu un sujet d'actualité, ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère vraiment que l'animé va vraiment créer un effet aussi sur la popularité du manga. Parce que du coup, moi, je vois pas évidemment les ventes de manga. C'est pas un truc qu'on voit vraiment en France. Mais avec une application de gestion de manga qui s'appelle Manga Collect, qui a quand même plus de 400 000 utilisateurs. En fait, on peut avoir un bon échantillon d'une représentation, en tout cas, de ce que, du coup, globalement, 400 000 personnes aiment. Et Sakamoto Days, voilà, je vais voir. J'ai envie de voir absolument si, d'un seul coup, après l'animé, pack, dans l'application, ça bouge énormément ou pas, mais j'ai confiance. J'ai quand même plutôt confiance. Donc voilà, après cette bonne nouvelle, on passe à l'autre bonne nouvelle. Un nouvel animé. Alors, on a parlé de Sakamoto Days, et cette fois, on va parler de Ghost in the Shell, évidemment, de Shiro Masamune. C'est la référence en matière de science-fiction, évidemment. Ghost in the Shell qui a connu plusieurs adaptations tout au long de son parcours. Et là, hop, une nouvelle, mais surtout,
c'est pas n'importe qui s'en charge, c'est un des meilleurs studios, Science Saru, qui vient littéralement d'être racheté par la Toho, donc peut-être que l'un dans l'autre, c'est logique cette annonce, mais ça fait extrêmement plaisir, parce que du coup, s'il y a un grand groupe derrière, dans ma tête, je me dis peut-être plus de moyens, et donc nous proposer une sublime adaptation. Je sais qu'il y en a eu depuis des années, puisque j'étais très très jeune quand j'ai vu les premières. Je sais pas si c'est une licence qui vous parle aussi, qui vous touche. Moi, forcément, il y a le film d'animation iconique. Iconique, hein. Alors, franchement... Peut-être je suis un des seuls, mais moi, le live action avec Scarlett Johansson, je l'ai pas trouvé aussi catastrophique que ça, personnellement. C'est vrai qu'il y a un live action. Ben oui, il y a eu le live action, avec Scarlett Johansson, personnellement. Mais oui, après, c'est vrai que les autres adaptations qu'il y a eu en animé ces dernières années m'ont pas trop parlé. Mais là, pour le coup, l'annonce me hype. Parce que comme tu as dit, il y a un gros studio derrière qui a fait ses preuves dernièrement. Même le visuel, là, qui a été... le visuel rouge, là. Il est très très cool, j'aime beaucoup. Donc, à voir ce que ça va donner. Moi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que l'animé de Mamoru Oshii, il y a une vingtaine d'années, je me suis pris une véritable claque, puisque j'ai découvert Ghost in the Shell d'abord par l'animé et ensuite par le manga. C'est d'ailleurs le premier manga où je me suis dit, il y a autant de notes d'explication de l'univers que ça. Ok. Donc, et c'est là où on sentait qu'effectivement Masamune Nishiro a véritablement travaillé, c'est pas juste du name dropping histoire d'avoir un truc classe. Et je m'étais pris une vraie claque à la fois pour l'animé et à la fois pour le manga. Donc moi je suis ravi qu'une œuvre comme celle-ci soit à nouveau remise au goût du jour, parce qu'en fait c'est une série qui, même si elle date en termes de réalisation, puisque Ghost in the Shell date du milieu des années 80, si mes souvenirs sont bons, sous réserve, mais en tout cas c'est une œuvre qui n'a rien perdu de sa modernité, c'est une œuvre qui est toujours ancrée dans le futur et où on se dit pas non mais le monde n'a pas évolué comme ça. En fait si, le monde aurait pu évoluer comme ça, et il y a toujours justement cette informatisation à outrance, cet urbanisme fou, et franchement je suis vraiment ravi d'avoir une nouvelle adaptation de cette série. En fait Ghost in the Shell c'est un peu comme Akira, c'est un peu référence, un peu SF. SF qui date depuis il y a hyper longtemps, mais qui aujourd'hui se regarde. Je raconte un peu ma vie, mais dernièrement là il y a une expo là à Centre Pompidou sur la BD, sur les cartons de la BD. Tu as une expo à un moment, ils montrent des extraits du film d'Akira, et j'ai regardé, j'ai dit mais en fait ça n'a pas perdu de son charme. Non, quoi. Donc, et Ghost in the Shell, je pense, ça rentre aussi dans cette case. Exactement. J'aimerais bien voir Ghost in the Shell en version 4K HD. Ouais, de fou. Parce que du coup, moi j'ai fait ça avec Akira, il y a une version 4K. Il y a eu la diffusion en salle et j'ai été le voir, et oh là 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 là. Moi qui l'avais vu jeune, mais à la télé chez moi, là de le voir en salle, j'étais en mode waouh, à l'image et Cannes, oh mon dieu, mais j'en prends plein les yeux. Ça, c'était foudroyant. C'est vrai, une version 4K Ghost in the Shell, ça serait pas mal du tout, c'est vrai. Bon, en tout cas, déjà, on va avoir cette nouvelle série. Et cette nouvelle série, enfin, je crois que c'est une série, hein, je sais que c'est une production qui est mise en place, mais c'est vrai que si, a priori, ça a l'air d'être une série animée. Et ça devrait être du coup diffusé pas tout de suite. Là, c'est pour, a priori, 2026. C'est... Mais bon, tu vois, là, en fait, on a une teasing avant. C'est-à-dire qu'en parlant de Sakamoto Days, on se dit « Ah, c'est trop bien, on a une date. » Tu prévoyais qu'elle allait parler de Ghost in the Shell, mais 2026. C'est ça. Mais tu vois, encore une fois, je trouve, au moins, il y a une date. C'est cool aussi, tu vois, au moins, on se projette en tant que fan. Ouais, exactement, comme ça on se dit ok, il y aura une attente, mais elle en vaudra la peine, évidemment. La dernière news à vous partager aujourd'hui, il s'agit de l'annonce de ce roman sur Zoro. Alors vous le savez, c'est absolument pas nouveau d'avoir des romans, des novels qui sont faits sur des univers un peu étendus des personnages. C'est dans le One Piece Magazine, à chaque fois que ça se produit, j'ai l'impression en tout cas. Et là encore, voilà, ça ne rate pas, puisque c'est aujourd'hui que sort justement au Japon le numéro 18 du One Piece Magazine. Et c'est dans ce numéro que vous allez retrouver le premier chapitre du novel consacré à Zoro. D'ailleurs, ce One Piece Magazine numéro 18 semble être vraiment concentré sur les deux personnages, hein, Zoro et Sanji, puisqu'il s'appelle, je crois, Ryo Tsubasa, donc c'est vraiment les deux ailes. Pourquoi ils vont s'envoler? C'est joli cette manière de l'exprimer. Et donc on va se concentrer a priori dans cette histoire sur le passé de Zoro avant qu'il ne rejoigne évidemment l'équipe du Chapeau de Paille. C'est écrit par l'auteur Jun Esaka et c'est illustré par Nakamaru. Donc un light novel, a priori, s'il y a des illustrations. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah cool, il va y avoir des petits dessins quand même un petit peu. Et peut-être pourrons-nous espérer une adaptation manga, comme ça a été le cas évidemment pour l'histoire de Ace.
Voilà, moi je suis hyper enjaillée par rapport à ça, parce qu'en plus je me dis, au bout d'un moment, ce One Piece Magazine, on va l'avoir en français. Pas tout de suite, bien entendu. On en est à quel numéro en France déjà? Le 13 dernier vient de sortir, on est en train de travailler sur le 14. Ah oui, oui. Bon, ça... Donc il y a un petit décalage, parce que ce sont des tomes qui sont très denses à traduire. C'est à peu près un an d'écart, tu dirais? Oui, il y a à peu près un an d'écart. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs que quand on traduit les One Piece Magazine, à chaque fois on précise bien que certaines informations qui étaient actuelles au moment de l'apparition du Japon ne le sont plus, mais donc on précise qu'on garde les informations telles qu'elles étaient au moment de la publication du magazine. Et l'idée étant justement de proposer autant que faire se peut le One Piece Magazine, donc conforme à la version japonaise pour le lectorat français. Et donc c'est pour ça que là tu parlais tout à l'heure de Jun Saka. Jun Saka c'est notamment justement a déjà écrit les autres parties romans du One Piece Magazine. Donc c'est effectivement un auteur qui est une personne avec laquelle on a l'habitude on connaît cet univers, on connaît la manière dont il ou elle écrit. Donc je suis totalement confiant dans les exploits dont Zoro pourra nous régaler. Puis de manière générale, il me semble que quand un roman ou un spin-off est fait, c'est toujours avec la supervision de Oda Sensei. C'est avec la supervision soit de l'auteur, soit de son éditeur, mais effectivement, Eiichiro Oda tient quand même à avoir une vision globale de tout son univers. Et il y a des choses, on va dire, qu'il autorise, des choses qu'il n'autorise pas. Et l'avantage en fait des romans, c'est que ça permet surtout d'étendre l'univers à des points qu'en fait il n'a pas le temps d'aborder dans le cadre du manga. Forcément. Donc ça permet justement d'avoir on va dire un autre angle de vue sur cet univers de One Piece. En tout cas, j'ai très hâte. Zoro, vous savez, c'est un des personnages que j'aime le plus. Et je sais que je suis absolument pas la seule à autant l'apprécier. J'ai pas les cheveux verts, mais bon, ils sont roses, mais vous savez. Peut-être la prochaine, hein. Prochaine, tu teases. Je pense qu'honnêtement, je vais rester toute ma vie en rose. J'aime trop le rose, c'est trop bien le rose. Vive le rose. Voilà, ça c'était pour moi. Le rose, c'est ma vie. Par contre, regardez, je fais honneur à Ace. J'ai mis du Ace aujourd'hui. Oh là là, quelle image. Oui, bah justement, on reviendra dessus. Et littéralement, quand j'ai vu ce t-shirt, j'ai fait, mais je suis dans l'actualité. Exactement. Je suis dans l'actualité de Glénat. Merci Célio pour le t-shirt. Il tombe pile poil en fait. C'est juste impeccable. On va passer à la deuxième rubrique de l'émission. Mais juste avant, je réponds à une question qui me perturbe énormément sur le chat. Et en fait, j'arrête pas de la voir et je me sens pas à l'aise. C'est une question de Dr. Wu83 qui demande que Glénat mette ses mangas en numérique. Et je ne comprends pas la question parce qu'il y a quasiment déjà tout le catalogue. Et je dis quasiment parce qu'il n'y a pas tout. Mais il y a vraiment quasiment tout qui est déjà disponible à la vente en numérique. Je ne sais pas où tu as pu aller pour essayer de trouver des mangas Glénat que tu n'as pas trouvé, mais sur Isneo, Apple Books, sur tous en fait, sur le plein, Amazon en fait, Books, presque tous les titres du catalogue Glénat Manga sont disponibles en numérique. Les titres qui ne le sont pas, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas les droits, puisqu'en fait, une œuvre numérique, l'auteur peut tout à fait, l'ayant droit japonais, peut tout à fait ne pas vouloir que les droits numériques soient disponibles, se dire voilà, mon œuvre, je l'ai écrite, je l'ai conçue pour le papier et je ne veux pas qu'elle soit lue sur écran. Et ça, c'est une volonté d'auteur, une volonté que nous respectons de manière pleine et entière. Mais à partir du moment où les droits sont disponibles en version numérique au Japon, nous les négocions. Effectivement, l'essentiel de nos titres est disponible en numérique. Et j'en veux pour preuve que sur le site Glénat Mangamax, vous pouvez lire après la totalité de tous les premiers chapitres qui sont justement disponibles en numérique. Lecture gratuite qui vous permet notamment de découvrir les différentes séries. Et pour vraiment vous dire ce qui est disponible en numérique, puisque je lis beaucoup en numérique, il y a déjà tous les Dragon Ball, il y a les Dr. Stone, il y a évidemment les One Piece aussi qui sont disponibles en numérique. Ça, si vous voulez faire des économies de place, honnêtement, c'est pas mal. Il y a évidemment Bleach, enfin vraiment les très grosses séries emblématiques de chez Glénat sont disponibles en numérique. Après, il y en a qui ne le sont pas. Artiste, par exemple, qui est une petite pépite quand même de Slice of Life. Elle n'est pas disponible en numérique, il faut acheter la version papier. Mais vraiment, globalement... il faut chercher. Il faut être comme moi et aller chercher tous les titres du catalogue. Il te remercie pour la réponse, en tout cas. Eh ben, en tout cas, voilà, j'y tenais, je me dis, mais il y a tout. Il y a quasiment tout. Je comprends pas pourquoi c'est terrible. Mais en tout cas, voilà, si tu le sais, d'autres comme ça aussi le savent également. On passe aux sorties en librairie demain. Les meilleures sorties. Non, vraiment, c'était un plaisir de lecture. On va commencer par After God, qui est ici. C'est le 4e tome. Et autant c'était un vrai mystère à son premier volume, autant là depuis le tome 3, je trouve que ça file hyper droit. On est vraiment dans l'intrigue, elle est continue, il y a un suspense, on est vraiment bien. Et surtout le dessin.
Je dois continuer à vous parler du dessin incroyable de l'artiste. Bon là, c'est évidemment pas du tout une double page, hein, c'est vraiment juste une page de chapitre, mais je trouve qu'elle incarne extrêmement bien ce qui est en train de se passer en vrai dans l'histoire, mais surtout c'est très très beau. Après il y a un petit côté, il y a des gens je pense qui vont pouvoir trouver des aspects qu'on a déjà vus dans d'autres œuvres, parce que évidemment que ça se rejoint énormément, ne serait-ce que par le côté parfois extrêmement malsain de certains moments. Voilà, il y a un peu de malsain, comment dire, mais c'est tellement haletant. Moi je suis happée par le scénario, mais vraiment depuis le tome 3 surtout. J'ai vraiment, ça a été la mise en place un petit peu longue entre le tome 1 et le tome 2 pour nous faire comprendre dans quoi on mettait les pieds, puisqu'en fait on est dans un univers que, alors on a eu le débat, est-ce que c'est une dystopie? Alors non, c'est pas une dystopie, mais c'est un univers on va dire plutôt fantastique dans lequel des divinités qu'on appelle des IPO, j'ai oublié la dénomination de IPO. C'est marqué sur la jaquette en fait. Mais non. Prohibité là. Mais... Idolâtrie, prohibited organisme, un truc comme ça. Si Idolatry, prohibited organism. Voilà. Incroyable. Alors franchement, tu viens de me faire découvrir un truc. Parce que j'ai littéralement demandé à un pote, je retrouve pas dans le tome 4, c'est plus expliqué, est-ce que tu te souviens de ce que ça veut dire? Et il m'a dit, bah non, je sais plus du tout. C'était donc sur la couverture. Mais donc ce sont des divinités, des espèces de dieux, alors qui ont toutes sortes de formes, et qui sont surtout extrêmement grandes. Et en fait, ces divinités, je préfère divinités, c'est plus joli, en fait, elles vivent dans des zones qui sont évidemment barricadées, interdites d'accès pour les humains, parce qu'en fait, quand une divinité rencontre un humain, eh bien, il se passe des trucs bizarres. Alors où l'humain n'existe plus, où en fait il y a pas mal de légendes autour de ces divinités. En fait, on commence l'histoire avec des personnages et on se dit ça va être eux, ça va être nos héros, ça va être les personnages qu'on va suivre le plus. Et en fait, au final, ça bifurque légèrement, mais c'était hyper important de faire la mise en place avec ces personnages-là. Ça a vraiment du sens. On se dit pas, ah tiens, elle change de direction, l'artiste. Enfin non, pas forcément. C'est hyper bien pensé, parce que là, on est en train de partir dans une direction. Enfin, vraiment, ça rejoint même des manières de penser un peu à la Parasite, je trouve, sur finalement la question de l'humanité, la question de pourquoi eux ils ont le droit de vivre et pas nous, ou l'inverse. Ça reprend beaucoup, c'est très anthropologique au niveau des explications en fait à l'intérieur, puisque ça, comment dire, ça transpose l'humain à juste en fait à un animal extrêmement basique. Enfin vraiment c'est très intéressant, le développement est super intéressant, mais vraiment les divinités, quand on commence à comprendre un petit peu comment elles fonctionnent et surtout les capacités qu'elles ont, vraiment j'essaie de pas vous spoil, mais c'est phénoménal, c'est phénoménal. En même temps, quand on s'appelle divinité, ouais, on a des capacités de malade. Mais il y en a qu'on pense pas, hein. Mais il y en a auxquels on ne pense pas. Et moi au début, tu vois, quand tu commences le manga, tu dis ok, la divinité, cette espèce de truc gigantesque là-bas qui a l'air super dangereux, oulala, et en plus on a peur des divinités, on se dit j'espère que le personnage va pas s'approcher parce que oh là là, il va plus. En fait, on voit des fois des victimes, on va dire, des victimes des divinités, et genre la divinité, elle regarde le personnage, il disparaît comme du sable, tu vois, emporté par le vent. C'est effrayant. L'image est surtout que les divinités, elles sont là depuis un long moment en plus. Enfin, dans l'univers, genre c'est pas elles sont apparues le lendemain. Enfin, il me semble que ça fait au début de l'histoire, elles sont là depuis plusieurs années. Années. C'est vraiment un état de fait, comme quoi il y a des zones qui sont les leurs, qui sont des zones mortelles pour les humains. C'est ça. Donc t'es là, tu vis dans un monde où depuis très très longtemps, en mode c'est normalité de vivre avec des phénomènes comme ça, quoi. Il faut faire attention. Il y a des combats de divinités dans ce tome 4, c'est un peu fou, mais vraiment c'est intéressant parce que ce tome 4 commence à vraiment créer un lien très intéressant entre les divinités et les humains. Et il y a vraiment beaucoup d'émotions aussi, parce qu'il y a des personnages, on s'y attache de fou. Dans le tome 3, il y avait un cliffhanger de psychopathe. Ah, c'était insupportable. On s'imaginait des millions de trucs, je pense. Et là, le tome 4, il est vraiment sympa parce qu'il se termine. Il conclut quelque chose. Vraiment, on est sur une conclusion peut-être d'arc narratif. Mais du coup, on finit le tome, on se dit... Ok. On peut relâcher un peu la pression avant de repartir de plus belle. Voilà, je suis très curieuse de ce qui va arriver dans le tome 5, puisque du coup la série est toujours en cours au Japon, il y a 6 tomes de sortie actuellement, donc elle n'est pas prête de s'arrêter. Je pense qu'il y a encore des tas de choses à raconter. Je pense que ça va être en quelque sorte un long combat. Ouais, After God, le manga, il est vraiment incroyable. Même les couvertures, en fait, elles sont super canon. Elles sont assez atypiques, c'est cool. Attendez, où est-ce qu'on... After God, il est là. La couverture du tome 3, bah ça c'est un de mes personnages préférés. Je ne pleure pas parce qu'il disparaît, puisque vous allez le revoir dans le tome 4, mais ceux qui savent, savent.
Voilà, mais Minami, incroyable, vraiment. Il a un petit côté un peu tsundere, il est tout le temps un peu fâché au niveau du visage. Je crois que j'aime bien les tsundere. Et c'est un personnage qui est très important en fait, très important et très intéressant. Parce que comme vous le voyez, il a pas l'air très humain là avec ses écailles et effectivement, parce que les humains évidemment pour combattre les divinités, ils font toutes sortes de choses et des expériences sur des humains qui se sacrifient pour le faire parfois. Et non vraiment c'est hyper intéressant quand on commence à comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Je trouve ça juste dingue. Je suis hyper accro. Voilà, After God, le 4e tome. Et je vous le redis, vous serez bien à la fin du tome 4. Ça fait vraiment du bien. C'est extrêmement plaisant. Ensuite, on a évidemment la suite de Rave. Là, c'est pas compliqué. C'est une aventure hyper efficace, simple, ça va droit au but. Il le redit d'ailleurs dans sa petite postface, notre cher Hiro Mashima. C'est un auteur de talent. C'est son œuvre de jeunesse, comme il l'appelle, mais elle était bien. Oui, elle était vraiment bien, regardez. C'est un excellent shonen. Regardez-moi ça. C'est de la compo simple et efficace, mais vraiment, on suit les aventures du héros, hein, Haru, on est à fond avec lui. Comme le tome 1, en vrai, on est vraiment bien. J'ai lu, j'ai dévoré le truc, ça m'a rappelé évidemment des souvenirs, puisque moi j'avais lu Rave il y a très très longtemps, mais c'est mieux, en fait, dans le sens de lecture japonais, et en grand. Voilà, moi je préfère, puisque j'avais lu la première édition, qui était dans le sens de lecture français, puis dans une taille évidemment normale. Mais là c'est vraiment du plaisir. Et on avance bien, quoi. On avance bien dans l'aventure. On conclut, pour ceux qui avaient suivi évidemment le premier tome sorti chez Glénat, on conclut le petit bout d'arc par rapport à Moussika, qui donc est un personnage très important dans Rave, sachez-le. Et le truc qui est très marrant, c'est qu'on retrouve Moussika dans le volume. Il part au début du tome, puis il revient dans le tome et change de coupe de cheveux. C'est un vrai débat apparemment avec les fans, hein, puisque l'auteur justement il en reparle, il dit oh là là, bah dis donc, ça vous a vachement perturbé sa coupe de cheveux. Il avait dû recevoir des tas de messages à l'époque, donc c'est il y a très très longtemps, mais vraiment excellent, avec comme d'habitude vraiment la recette idéale, avec ce qu'il faut d'action, d'émotion, et finalement aussi du scénario, le scénario qui pareil, et pas forcément très compliqué, mais du coup c'est hyper accessible. Je l'avais déjà dit, je crois, pour la sortie du premier volume, mais pour moi c'est totalement un shonen qui peut être lisible même par des enfants de 10 ans. Ouais. Ça peut être une première lecture shonen, c'est pas trop compliqué, et comme c'est pas trop long au final, on peut tout bien garder en tête, les noms des personnages et tout. Après je dis pas One Piece c'est bien aussi, mais c'est vrai que c'est très long. Ça c'est beaucoup moins long, et c'est vraiment aussi sympa, quoi. Qu'est-ce que c'est cool, Rave. Un vrai plaisir, très très contente. Surtout qu'on découvre 2-3 petits détails sur le passé de Ellie aussi. Voilà, pas grand chose bien sûr, mais un petit peu. Faudra attendre le tome 3 pour en savoir plus. Oui, exactement. Voilà, mais là ça commence à débloquer 2-3 petites pierres sur l'édifice. Ensuite on a évidemment ce gros coffret qui ne sort pas cette semaine. Lui, il sortira la semaine prochaine. Donc attendez, j'ai pas noté du coup, ça fait 5 plus 7, 12. Le 12 juin. Fait des mathématiques en direct. Il sortira le 12 juin dans vos librairies. Et vous aurez donc tous les tomes de cet immense arc. Alors il y a tout, hein. Il y a Impel Down, il y a évidemment Marineford, il y a Post Marineford. Attendez, c'est quoi le... Avant Impel Down, il y a un... mini-nom de l'arc, j'ai oublié. Shaobondi. Sabaody. Ouais. C'est Sabaody, voilà, effectivement, Sabaody au début. Donc le coffret est effectivement très très beau. Et Amazon Lily aussi. Enfin, ouais, il y a Sabaody, Amazon Lily, et après Impel Down. Ah oui, voilà, Amazon Lily. Oui, Amazon Lily. Bah, c'est là où il rencontre Hancock, justement. Oui, ouais. Ah, franchement, c'est un de mes passages préférés. Donc, tome 53, c'est un des rares dont je me souviens. Bon, alors, à la base, ça, c'est à peu près tome 12 à 20 et tout. Bon, Hancock, tome 53. Les bons mémos techniques. Ça a marqué les gens. Donc vous retrouverez effectivement tous ces mini-arcs dans ce très gros arc de ce coffret qui s'appelle donc Marineford, à retrouver donc très 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 bientôt. Et il y avait une question. Voilà, il est plus là, il est parti. Il la pose plus sa question. Sur la réimpression des coffrets Skypiea. Voilà. Mais nous on n'a pas oublié. Ouais. Nous on est là, on n'oublie pas. Et donc effectivement, réimpression. Apparemment donc il n'y a plus. Si on demande ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, les coffrets on a plutôt tendance à les réimprimer plutôt en fin d'année, puisque c'est des coffrets, généralement ce sont des coffrets qu'on s'achète pour la fin de l'année.
One Piece est une exception, c'est-à-dire que l'idée c'est que justement les coffrets One Piece soient toujours disponibles, puisqu'on on a vu, on sent qu'il y a une réelle demande, que ce soit des coffrets vides, des coffrets pleins, pardon, ou des coffrets vides. Donc les coffrets Skypiea et Alabasta, si je me rappelle bien, la réimpression est en cours. Voilà. Donc la réimpression est en cours. Je n'ai plus la date en tête, mais je pense que ce sera pour courant septembre, si mes souvenirs sont bons, parce qu'en fait, la particularité d'un coffret, c'est qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué à faire qu'un livre, parce que il faut l'approvisionnement de la matière au niveau du carton, il faut ensuite la fabrication, la mise, le colisage, etc. Donc voilà. Donc là, ne vous inquiétez pas, les coffrets sont réimprimés. L'idée étant que justement tous les coffrets One Piece soient toujours disponibles, que ce soit les coffrets pleins, si jamais vous voulez faire votre collection, ou alors les coffrets vides, si jamais vous avez déjà la collection et que vous souhaitez simplement avoir le coffret. Donc c'est en cours, pas d'inquiétude. Oui, c'est vrai, donc tu expliquais le coffret vide de Skypiea, lui, il est déjà dispo il était disponible aussi, c'est-à-dire qu'en fait... c'est 2-3 mois après à chaque fois, ouais, non ? En fait, le principe, c'est qu'on sort, un coffret plein, et généralement, on va dire, soit le mois d'après, soit 3 mois après, on sort le coffret vide. L'idée étant d'éviter que les libraires aient trop de coffrets, à la fois pleins et vides, à gérer en même temps. C'est pour ça qu'on a décorrélé ces deux éléments. Et donc, là, on vient de sortir donc, le coffret Marineford plein, ce qui veut dire que le mois prochain, il y aura le coffret Marineford vide. Et donc, si on a sorti le coffret Marineford plein, ça veut aussi dire que, mécaniquement, tous les coffrets antérieurs à Marineford sont disponibles à la fois en version pleine et en version vide, pour ceux qui veulent faire leur collection. Merci beaucoup pour ce complément d'information. On va pouvoir se concentrer maintenant sur le focus. Voilà, ça enjaille cette petite musique. Donc on va parler de Marineford. Alors déjà, on prend un petit peu la température. Parmi tous les gens qui sont avec nous actuellement sur le chat, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore lu One Piece ? On sait pas, hein, j'existe, donc peut-être que... Il y en a d'autres, je te rassure. J'ai commencé en 2019, je crois. Non, en quelle année j'ai commencé ? 2021, j'ai commencé en 2021. Je me trompe. Oui, ah, il y en a quand même, hein, c'est 50-50. Hein. Il y en a, ouais, pour l'instant... Mais non, il n'y a pas à avoir honte, mais non. Tout va bien. En fait, on va parler un petit peu de Marineford, et à un moment donné, du coup, pour les gens qui éventuellement ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas encore lu cette partie-là et ils retiennent tout depuis la Renaissance, eh bien, on vous dira spoil. Attention, on va parler de choses qui sont quand même très importantes dans le scénario et qui vraiment sont des moments où tout bascule dans l'histoire. On vous préviendra un petit peu avant, mais en vrai, moi, comment dire ? Je trouve que tout ce qui se passe dans Marineford, j'ai déjà tout vu sur internet avant de commencer à lire One Piece. Donc je n'ai pas senti le trop gros spoil quand je suis repartie là-dessus. J'ai fait ouh, incroyable. Mais je savais déjà ça, j'avais déjà vu. Ah, ça correspondait donc à ça, cette image. Parce qu'Internet est très puissant. Internet, tu lui demandes pas forcément quelque chose, mais quand même il te le donne. Il te l'apporte. Moi, trop tard, 1000 épisodes et en bouquin. Mais trop tard. En gros, il y a déjà 1000 épisodes et enfin, en fait, des bouquins. Doctor Who 83 donc, ne l'a pas lu parce qu'il considère que justement il y a déjà 1000 épisodes et en plus il y a beaucoup de bouquins. Ah, d'accord, ok. Mais ça se rattrape. Regarde-moi. Non, mais ça se rattrape. Après, ça. En vrai, en plus, c'est un investissement. Non, mais Doctor Who demandait justement qu'on les mette en numérique parce qu'il avait plus de place dans son 60 mètres carrés. Comme quoi, tu vois, on lit tous les commentaires. Et du coup, tu vas pouvoir justement les mettre sur ta tablette, sur ta liseuse, et donc du coup, te les enquiller. Et franchement, c'est une série. Elle se dévore. Et tu peux commencer au tome. Tu commences au tome 1 forcément. Tu peux commencer à Marineford. Tu peux commencer à Marineford. En vrai, ceci étant, c'est marrant ce que tu dis parce que je sais que j'ai régulièrement des journalistes qui me posent la question, comment est-ce qu'on fait pour une série qui est aussi longue, et en fait, moi je leur explique, vous savez, One Piece en fait, c'est un voyage maritime. Et qui dit voyage maritime dit que vous faites des escales. Et quand vous faites des escales, vous avez forcément des voyageurs qui montent à bord du navire. Et donc, One Piece, évidemment, si tu commences au tome 1, tu as toute l'histoire. Mais après, tu peux tout à fait avoir commencé avec un petit peu l'animé, puis ensuite te dire, je vais basculer sur le manga. Et donc, en fait, tu peux prendre le bateau en cours de route et partir pour l'épopée. Tu seras pas dépaysé parce qu'en plus, et c'est ça toute la force de Eiichiro Oda, c'est qu'il rajoute systématiquement des éléments pour te rappeler ce qu'il t'a présenté avant. Donc t'es pas en mode oh mon dieu, que se passe-t-il ?
au début, tu te dis, bah, je comprends pas tout parce que tu connais pas forcément tous les personnages, mais à un moment, tu as effectivement les explications et du coup, tu peux suivre avec grand plaisir. Moi, je connais des gens réels qui ont commencé One Piece avec Marineford, je vais expliquer pourquoi, et après l'ellipse. Parce qu'après l'ellipse, c'est comme un nouveau départ. Et Marineford, pourquoi? Parce que comme on en parlait en off, c'est qu'on suit que Luffy. Oui. Et c'est-à-dire que t'as juste le contexte de Luffy qui il va aller sauver son frère, voilà, qui est en prison. Et en gros, c'est comme on suit que Luffy tout seul. En gros, t'as juste la mission. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si tu suivais que Luffy. C'est un nouveau départ. C'est comme un nouveau départ pour lui. Et après, après, si tu veux les antécédents, forcément, tu regardes depuis le début, quoi. Mais comme tu suis que le protagoniste et que t'as le contexte de sa mission, tu te dis, vas-y, pourquoi pas, je vais regarder. Sinon, tu comprends pas pourquoi. Mais pourquoi à un moment donné, on est sur une fille là-bas qui est en train de cueillir des machines? C'est qui celle-là? C'est ça. Mais ouais, après, c'est réel. Après, oui, bien évidemment, c'est toujours mieux de commencer dès le premier tome, quoi. Mais si jamais vous avez envie, parce qu'on peut pas vous interdire, en vrai, Marineford, alors vous allez peut-être me dire, mais Caro, t'as pas encore lu tous les arcs, tu peux pas dire ça. J'ai trouvé que c'était à ce jour un des arcs les plus forts et les plus intenses que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Et je suis époustouflée, vraiment, je suis époustouflée par finalement tout ce qui se passe dedans, parce que sur l'aventure One Piece, avant de me plonger dedans, je vous disais, voilà, Internet m'a montré des tas de trucs, je connaissais le nom des persos un petit peu à droite et à gauche, des événements marquants, adieu le Mokmeri, des trucs vraiment, et tu demandes pas Internet, mais tu vois. Et en fait, la plupart des choses que j'ai eu l'occasion de voir, en fait, elles venaient de cet arc, et quand je me suis du coup intéressée à cet arc pour préparer l'émission, c'est là que j'ai fait « Waouh, mais ça venait de là, oh mon Dieu, et ça c'était là aussi !» Ce t-shirt, c'est cet arc aussi. Et attendez, mais je vous montre l'arrière du t-shirt, en fait, il est trop beau, regardez. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc. Regardez comment il est beau. Ouais, c'est le fruit. Le fruit du démon de Ace. Il est magnifique, voilà. Je suis pas sponsor Célio du tout, mais je trouve que le t-shirt est très beau et il était bien pensé. Pour aujourd'hui en tout cas, parce qu'effectivement... C'était une collection Marineford, il me semble d'ailleurs. Mais tout à fait, qui est sortie il y a quelques mois. Ouais, c'était à la rentrée dernière. En septembre 2023, il me semble. Attends, déjà? Ouais. Quelques mois, le temps passe vite quand on s'amuse. Dans ma tête, c'était il y a pas longtemps. C'était genre il y a 3 mois, tu sais. Non. Waouh! Ah ouais, d'accord. Bah, je sais pas s'il est encore dispo. Hein. Si jamais vous le trouvez dans les stocks, éventuellement sur le site web, à tout instant c'est possible. Hein, mais sinon je ne sais pas. Mais justement, on peut peut-être parler un petit peu. Est-ce qu'on parle dans l'ordre chronologique? Parce que du coup, j'ai évidemment plusieurs thématiques, mais j'essaye de penser à laquelle peut être la plus pertinente, justement en fonction de notre audience. Car du coup, il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas lu One Piece que ce que j'imaginais. Je pense qu'avant d'aborder la question des thématiques, pour les personnes qui ont déjà lu One Piece, ce serait une redite, mais pour les personnes qui n'ont pas lu One Piece, on va juste vous expliquer de quoi parle l'arc Marineford. Voilà. Alors on a commencé un petit peu puisque du coup Winnie a expliqué effectivement et puis on a répété tous ces mots tout à l'heure. Sabaody, on va dire que tout part de Sabaody. Que je me plante pas sur la prononciation. Et en fait il y a un événement qui va se produire qui fait que tous les compagnons de Luffy vont être envoyés à différents endroits de la carte. Au sens propre. Mais totalement. Et en fait, on va suivre, donc dans cet arc Marineford, Luffy. On va suivre où est-ce qu'il va atterrir. Et il va atterrir en fait sur Amazon Lily. Amazon Lily qui est une île fabuleuse, qui est uniquement gérée par des femmes. Il n'y a que des femmes. Puis d'ailleurs, les femmes, quand elles ont des enfants, elles ont que des femmes. Enfin, quand elles partent, apparemment côtoyer des garçons ailleurs que dans l'île. Et qu'elles reviennent, voilà, elles ont que des filles. Du coup, c'est vraiment des Amazones, des femmes extrêmement puissantes. Et d'ailleurs, un truc que j'ai trouvé intéressant dans cet arc, enfin dans cette partie-là, c'est que du coup, vraiment, la force physique, c'est un critère de beauté du coup pour ces personnes-là. Donc, si t'es fort et tout, tu vois, waouh, c'est trop la classe et je trouvais ça super sympa. Et donc, Luffy, étant littéralement pas une femme, a priori, se retrouve là, mais il a pas le droit. C'est drôle ça. Ça c'était marrant quand même, puisqu'en fait, heureusement que c'était pas Sanji. Hein. Ça aurait été catastrophique. Ah mais quand tu vois où est-ce que Sanji l'a atterri, les gens qui savent, vous savez hein, où est-ce que le pauvre Sanji est parti. Bon, je pense qu'il était quand même un peu content, mais bon, moyennement. Mais du coup, Luffy, alors il se passe plein de petits trucs, c'est rigolo, c'est des petites blagues un petit peu à la Oda, parce qu'il va manger des champignons, puis il va... Voilà, il va être retrouvé il va être retrouvé par des habitantes de l'île qui vont essayer évidemment de lui enlever tous ces terribles champignons qu'il a sur le corps.
Puis bon, voilà. Il y a des petites blagues par rapport aux champignons. Et ah, mais dis donc, c'est marrant. Il y a un champignon de trop. Ah, blague. Blague. Non, c'est rigolo. C'est très rigolo. Et puis surtout, c'est effectivement le début où on va faire la rencontre d'un des personnages les plus emblématiques de One Piece, Boa Hancock. Exactement. Ah, moi, j'étais la corsaire. Mais elle est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Elle est fabuleuse. Et surtout charismatique, hyper puissante. Et ce qui est drôle aussi dans cet arc, c'est qu'elle tombe amoureuse de notre cher Luffy, quoi. Ouais, et c'est même pas une blague, c'est vraiment un truc, c'est canon. Ah oui, c'est un coup de foudre. Hein. Là, ouais, c'est réel, c'est clairement dit, c'est clairement montré aussi. Bon, comme d'hab, Luffy, il voit rien, évidemment. Oui. Il est complètement, il a des œillères à ce niveau-là, et puis en vrai, on sait que ça l'intéresse pas. Mais du coup, ouais, Est-ce que c'est la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire de One Piece, qu'un personnage, autre que Sanji bien sûr, s'exprime clairement sur un sentiment amoureux, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est développé de manière générale dans One Piece. On sait que Oda a pas forcément envie qu'il y ait des intérêts amoureux sur ses personnages, surtout les principaux. Mais du coup, est-ce que c'est Je pense que oui. Hein. C'est la première fois que c'est aussi c'est vrai que marqué, oui. Hein. Je pense que c'est le premier vrai personnage qui développe une romance vis-à-vis de Luffy, donc qui est une romance un peu particulière, puisque comme tu l'as dit, Luffy lui ne voit rien. C'est one side. Ce qui ne veut pas dire que la romance en question est une romance, je dirais, toute classique. Donc oui, ça fait vraiment partie de l'histoire. Et alors vous allez nous dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'Amazon Lily si l'arc c'est le coffret s'appelle Marineford? Parce que faut quand même pas se tromper. Et c'est parce qu'en fait, dans le cadre de l'histoire, en fait, Luffy va découvrir que son frère, qui a été emprisonné, est condamné à mort. Voilà, et donc va partir dans une très grande quête, poursuite, course contre le temps, pour le libérer et empêcher que la peine ne soit appliquée. Donc il ira d'Amazon Lily à Impel Down, la plus grande prison de l'univers de One Piece, puis ensuite justement à Marineford, qui est l'endroit du lieu d'exécution probable de Ace. Et Winnie parlait tout à l'heure justement d'une ellipse, parce qu'en fait ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'au moment où cette partie de One Piece a été publiée, c'est une partie qui s'appelle La guerre au sommet, donc pour dire à quel point justement les enjeux à l'époque étaient vraiment extrêmement élevés. En fait, à partir du moment où La guerre au sommet a trouvé sa résolution, il y a eu justement une ellipse, c'est-à-dire que il y a eu donc dans l'histoire, il y a eu 2 ans qui se sont écoulés où on retrouve Luffy et son équipage, mais 2 ans après, parce que justement les événements étaient tellement énormes que on pouvait pas juste se dire voilà. On va passer à autre chose et reprendre le bateau. Donc voilà grosso modo de quoi parle l'arc Marineford. Voilà, c'est un résumé bien condensé. Pas comme moi qui vous détaille chaque détail de chaque. C'est pour qu'on puisse aborder les thèmes en fait. C'est ça. Ouais, non, bon résumé sans spoil. Non, en vrai. Non, c'est vrai, il a pas justement. Ouais. Non, mais en même temps, en vrai. Il a slalomé. Tu as bien introduit sans spoil aussi, c'est bien. Voilà, moi c'est vrai que j'aime les résumés comme ce que j'ai eu l'occasion de voir, tu vois, les résumés, 25 pages. C'est les genres de choses que j'aime bien aussi, parce que j'aime bien des fois quand il y a des petits détails qui sont donnés sur certains aspects, par exemple. On parlait tout à l'heure, quelqu'un disait son passé est incroyable, le passé de Boa Hancock. C'est vrai que comprendre d'où elle vient, ce qu'elle a vécu, pourquoi elle est là aujourd'hui, certains symboles, c'est fascinant, vraiment c'est fascinant, et ça lui donne encore plus finalement tu vois de teneur finalement à ce personnage qui est pas juste un beau personnage, parce que c'est une de ses forces aussi, c'est d'être très très belle, et effectivement elle s'en sert énormément, mais c'est vraiment pas juste ça, et c'est extrêmement classe. Donc vous aurez compris que du coup moi c'est vraiment Boa Hancock que j'ai vraiment adoré sur cette partie là, mais ce serait oublier du coup les autres événements importants, et Dieu sait qu'ils sont hyper importants, parce que du coup on a alors sur Impel Down, puisque du coup après l'Elise, Amazon Lily, on a vraiment tout ce qui se passe à Impel Down. Impel Down finalement c'est assez fou, parce que du coup ça va être une espèce. Alors c'est une descente ou une montée? C'est une descente. C'est une descente, en fait, c'est ça. Impel Down est une prison sous-marine, donc on accède par le sommet, et vous avez un certain nombre de cercles, 5 ou 7. Ouais, c'est ça. Après, je me demande, parce qu'on sait que Ichiro Oda était très fan de Toriyama, t'es dans l'arc-bout, justement, t'as les étages là où tu descends à chaque fois.
La Muscle Tower au début, effectivement, où il faut passer. Et sauf que là, en fait, au lieu de monter dans Impel Down, il faut descendre, puisque forcément, Ace est retenu prisonnier donc au cercle le plus bas. Et donc, ce qui est toujours extrêmement drôle, c'est que généralement, quand on est dans une prison, c'est pour en sortir, alors qu'en fait, le film, lui, il y rentre. Donc, il est en mode prison break. Voilà. C'est ça. Est-ce que dans Impel Down, c'est pas un petit peu ce qui se passe, c'est un peu, comment dire, la recette un peu habituelle de Oda, dans le sens où on va retrouver énormément de personnages qu'on a vus sur les arcs passés. Et c'est un petit peu comme ça qu'il fonctionne. J'ai l'impression qu'en fait, il nous présente plein de personnages. Voilà, comme tu l'as dit, en fait, ils font partie de juste ce voyage-là. Puis après, ils partent dans d'autres aventures. Puis quelques arcs plus tard, hop, ils reviennent un petit peu dans l'aventure c'est vrai que, avec les personnages. C'est vrai que dans la partie donc Marineford, donc en l'occurrence dans l'arc Impel Down, on retrouve d'anciens personnages de One Piece. Si vous n'avez pas lu les tomes d'avant, c'est pas grave, il vous les explique, il vous les détaille. Donc c'est pas, je veux dire, vous êtes content de les retrouver si vous les connaissez. Si vous les connaissez pas, on vous dit bon bah voilà, c'est tel personnage, tel personnage. Donc oui, il y a ces éléments. Et en fait, moi je me souviens quand j'avais lu les One Piece au début. Parce que Ace, en fait, en réalité, s'il est emprisonné, c'est parce qu'en fait, il a perdu un combat contre un autre pirate. Et quand j'avais lu One Piece au début, et qu'il y avait le combat justement de Ace contre cet autre pirate, qui est aux alentours du tome 40, si je me souviens, et j'étais là en tant que lecteur, non mais moi, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est l'histoire de Luffy. Ça me donnait l'impression vraiment d'un épisode filler. Donc, un épisode bouche-trou. Et en fait, 15 tomes, 20 tomes après, on réalise que non, c'était pas un épisode bouche-trou, c'est pour expliquer pourquoi est-ce que Ace est emprisonné et pourquoi justement il est condamné. Et donc, déjà, on ressentait ce côté... je vous ai présenté quelque chose et maintenant vous avez les explications, mais en plus, oui, on retrouve d'anciens personnages et ce qui est véritablement très intéressant, c'est qu'en fait... tout l'intérêt de Oda dans One Piece, c'est que lorsqu'on retrouve des nouveaux personnages, ils ne sont pas à la même situation que précédemment. De la même manière que Luffy et son équipage ont évolué, eh bien, tous les autres ont aussi évolué, peuvent être des adversaires, peuvent être à l'inverse des alliés, peuvent être tout simplement des personnes neutres qui cherchent à s'y retrouver, et donc des personnages qui étaient marquants, qu'on avait adoré détester, ou au contraire qu'on avait adoré soutenir, on les retrouve dans cette partie, donc Impel Down, et dans cette partie Guerre au sommet, donc Marineford, et ça effectivement, oui, il y a vraiment une structure, et je pense qu'on disait justement tout à l'heure que Marineford était vraiment un arc central. Je pense que c'est un arc central parce qu'il y a ces éléments-là, il y a des enjeux qui sont extrêmement élevés et surtout, il y a énormément de révélations sur le monde en termes de, je dirais, régime politique, sur les dragons célestes, l'oppression, les abus de pouvoir, sur Gold Roger. Donc Gold Roger, je rappelle que c'est le roi des pirates et c'est à cause de lui que tout le monde s'était lancé en quête du One Piece. Et donc on a vraiment énormément d'éléments. On a du coup en même pas une dizaine de tomes, on va dire un concentré de tout ce qui fait vraiment le succès de One Piece. En effet, et puis surtout, c'est un peu le... Moi, j'aime bien comparer cet arc aussi un peu, tu sais, Avengers, tu vois, Avengers Infinity War. Là, parce on est tous réunis pour combattre le mal. C'est ça, parce que dans Impel Down, c'est vrai que tu retrouves certains personnages, mais après, au moment de Marineford, bah là, il y a vraiment tout le monde, toi. Il y a tous les marines, tu vois, pour la première fois, les amiraux, il y a tous les Captain Corsair qui sont réunis aussi, t'as l'équipage de Barbe Blanche. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, il y a vraiment tout le monde, quoi, sauf l'équipage de Luffy. Qui ne sont pas là. Ouais, c'est un peu particulier. Voilà, c'est ça. Suivez pas les infos. Ouais, c'est ça. Mais ils étaient un peu aux quatre coins du monde, donc. Effectivement. Alors, parmi les gens qu'on retrouve et que vous avez peut-être déjà vu si vous connaissez au moins le début, il y a Baggy, entre autres. C'est quand même un des premiers, entre guillemets, méchants qu'on rencontre. Mais bon, c'est quelqu'un qu'on a compris qu'on allait revoir souvent. Très souvent, même. On a Baggy donc, qui a un pouvoir particulier puisqu'il a avalé le fruit de la défragmentation. Donc, il se décompose en plein de petits morceaux. C'est un pouvoir quand même vachement pratique. Comment il n'a pas fui la prison plus tôt avec un pouvoir pareil? Je ne comprends pas. Et on a eu du coup aussi des personnages qu'on a rencontrés sur Alabasta, puisque du coup il y a eu Mr. 3, Crocodile, enfin vraiment pas mal. Il y a Mr. 2 aussi, je crois à un moment donné. Bonclay. Bonclay. Vous m'avez pris pour qui, mes loulous? Bonclay qui est un personnage hyper attachant. Oui. Non, mais c'est un personnage qui à la base dans la partie Alabasta était plutôt du côté opposé à Luffy, puisqu'il faisait partie d'une organisation qui s'appelait Baroque Works, sauf que il était quand même
pas totalement méchant. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'amitié. Et en l'occurrence, lorsqu'il retrouve Luffy justement dans cette course-poursuite, il réalise que oui, il y a pas, oui, on est en prison, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier le passé, surtout les grandes aventures qu'on a vécues. Et donc, on a justement des liens qui se nouent, qui se tissent entre eux, donc entre Bon Clay et Luffy. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très agréable parce que on n'a pas juste des personnages qu'on a placés là en mode, bah, on va mettre des persos, mais ça participe vraiment au dynamisme de One Piece, au fait que ils évoluent. Tu parlais justement de Baggy. Baggy, à la base, il apparaît dans le tome 2 de One Piece. Ouais, donc Baggy apparaît dans le tome 2 de One Piece. On va dire à partir du tome 3, bah, une fois que Luffy l'a battu, on passe à autre chose. On suit un petit peu les aventures de Baggy Ray Tracy dans les tomes jusqu'au tome 6 à 10 de mémoire. Mais après, on n'en entend plus parler. Et là, on a un Baggy qui apparaît donc à Impel Down, donc au tome 54-55, et où en fait, on se dit pas, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est tout à fait cohérent qu'un personnage tel que Baggy soit emprisonné, parce que techniquement, pour emprisonner, quand vous avez quelqu'un, quand vous voulez le battre, et il fait « Ah bah non, mais c'est bon, mon corps il est en 12 parties, vous ne pourrez pas m'attraper », bah on se dit « Ouais, bah on comprend pourquoi vous l'avez mis dans cette prison-là, pour être sûr qu'il s'échappe pas, quoi. » Donc il y a vraiment, et puis donc avec Crocodile qui était en fait à la base un adversaire de Luffy, et on sent que même s'il y a des alliances, on reste dans une prison. Donc ce ne sont que des alliances de circonstances. Exactement. Et, et c'est pas parce que Luffy est là que tout le monde est content et va être ravi de l'accompagner. Non, ils sont alliés par défaut, quoi. C'est par rapport à leurs intérêts. Et puis surtout aussi, dans cette prison, on a aussi Magellan, qui est du coup le gardien. Magellan, il a le pouvoir du poison. Exactement. Et très sous-coté, je trouve, en termes de puissance. Il est vraiment incroyable, ce personnage, et il fait flipper, quoi. Parce que vraiment... Il est déterminé à pas laisser Luffy et tous les autres s'échapper de prison, quoi, et il fait bien son rôle, quoi. Oui, franchement, même si je crois qu'il a des problèmes un peu intestinaux, non ? Des problèmes gastriques, oui. En fait, il a le fruit du poison, et du coup, le poison presque le dévore un peu de l'intérieur. C'est un homme poisson qui est sensible. Voilà, exactement. Puis non, mais même pour rester sur Impel Down, oui, donc on voit aussi pour la première fois Jinbei aussi. Et qui était le colocataire de Ace en prison. C'est vrai. Et oui. Il est incroyable aussi, Jinbei. Un homme poisson. Un homme poisson d'ailleurs aussi. Et puis on retrouve aussi cet autre pirate justement qui a mis Ace en prison. Oui. Effectivement. On voit, il y a une petite rencontre qui annonce à Luffy que en fait, Ace c'est moi qui l'ai mis en prison en fait. Voilà. Et t'as de la chance parce qu'à la base c'était toi. En fait, à la base, il voulait donner Luffy au gouvernement, mais il a finalement donné Ace. Voilà. Donc... Ce qui fait qu'en fait, quand je disais tout à l'heure, cet arc est central, tu viens de rajouter 25 arguments supplémentaires. Cet arc est vraiment central. Donc, voilà. Donc, non, vraiment, Impel Down, pour moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il se passe beaucoup de choses. Exactement. C'est un bon apéritif avant Marineford. C'est ça, exactement. Enfin, il y a vraiment une concentration, une montée en puissance. Moi, je sais qu'en tant que lecteur, j'ai assez régulièrement senti cette montée en puissance dans One Piece avec des arcs scénaristiques qui progressent en termes d'enjeux. Au début, ce que je disais tout à l'heure en off, au début, l'histoire commence, on sait pas trop où ça va, puis après, on a la partie des hommes poissons, et puis après, on a Alabasta où là, on s'en prend plein la figure. Après, alors désolé pour ceux qui n'ont pas lu One Piece, du coup, il fait des résumés rapides. Mais il donne pas les spoils, ça va. Ensuite, pareil, on a une partie donc à Skypiea, donc dans des îles célestes, on fait c'est sympa, mais bon, on connaissait un peu la fin. Une partie Water 7 avec des enlèvements et déjà une course poursuite. On fait c'est bon. Luffy, visiblement, il est doué pour courir. Et donc ensuite avec Agnès Lobby, donc concernant Nico Robin et tout le sauvetage. Et on a toujours pour une bonne partie de la saga, on a toujours ce côté un peu ternaire avec un arc qui est sympathique, un arc qui fait monter la pression et un arc qui explose tout. Et là, clairement, Marineford, on est dans cette dimension-là, c'est-à-dire que Luffy, je tiens juste à préciser que l'une des raisons pour lesquelles en fait ils sont tous fait éparpiller, c'est qu'avant, il a eu l'outrecuidance de frapper un dragon céleste. Les dragons célestes, c'est un peu les dieux sur Terre, je schématise. Si vous portez la main contre eux, il y a un amiral qui vient pour vous botter les fesses. Les divinités, comme pour reprendre l'expression de la c'est ça. C'est connecté. Et donc, vous avez déjà cette rencontre sur Sabaody où vous dites effectivement, ils viennent se friter contre des amiraux. Vous avez ensuite donc la partie Impel Down où là ça monte parce qu'effectivement Luffy veut aller à tout prix libérer son frère, donc en descendant.
Mais voilà, il s'avère que la marine ayant bien fait les choses, elle est déjà en train de déplacer Ace pour Marineford, et donc du coup on arrive à la partie Marineford où là Luffy veut à nouveau libérer son frère, sauf qu'en fait Luffy veut libérer son frère d'un point de vue familial, mais son frère fait partie d'un équipage qui n'est pas le plus petit équipage du monde, puisque c'est l'équipage de la flotte de Barbe Blanche. Barbe Blanche étant à l'époque, on va dire, le plus grand pirate vivant, on va faire simple. Et donc, du coup, la bataille de Marineford, vous avez d'un côté Luffy qui revient d'Impel Down, vous avez toute la flotte de Barbe Blanche, et en face de ça, vous avez toute la marine, vous avez les fameux grands corsaires dont on parlait tout à l'heure. Donc les grands corsaires travaillent au service de la marine, mais sont au niveau des corsaires. Et puis au milieu de ça, dans les grands corsaires, vous en avez une qui s'appelle Boa Hancock. Ouais, qu'on a retrouvé dans l'arc précédent. Qui est donc du côté de la marine, mais qui est amoureuse de Luffy. Et là, et pourquoi attention, et là et vous avez quelqu'un qui doit être exécuté. Et avec tout ça, vous avez... Au fait, j'ai une révélation à vous dire sur Roger. Voilà. Ah, la révélation de fou. Voilà. Il y a des révélations hyper intéressantes. Mais on en parlera justement tout à l'heure avec la partie spoil, parce que du coup, c'est des petits mind blows qui font quand même quelque chose, mine de rien. Mais du coup, oui, en fait, ça c'est Marineford, mais du coup, cet arc, en fait, ce coffret regroupe également ce qui se passe derrière Marineford. Je crois que c'est l'équivalent de... Il y a un tome et demi, je crois, si je me rappelle. Ça doit être un truc dans le genre, il me semble, effectivement. Du coup, oui, c'est ça, il me semble. Et du coup, c'est aussi des choses hyper importantes. Non, c'est après, en fait, je crois. Je crois qu'en fait, il n'est pas dans ce coffret, le post Marineford. Je suis en train de douter. Si, il y a le flashback de Luffy. Il y a le flashback quand Luffy et Ace. Je suis allé trop loin. Ah si, c'est bon, il est là. J'ai dit, mais je suis allé trop loin, j'ai fait plus que prévu. Après la guerre au sommet, vous avez un flashback justement du passé de Luffy qui explique justement la relation de Luffy, Ace et en l'occurrence Sabo, son autre frère. Donc, comme un peu un moyen de vraiment lâcher la pression après tous les enjeux que vous vous êtes pris en pleine figure dans la guerre au sommet, vous dites non, c'est pas possible. Là, on a un gros flashback qui est super agréable et où en fait, par contre, vous avez bien la gorge nouée à la fin du flashback. Donc voilà. Et ensuite, justement, on part sur cette fameuse ellipse. Effectivement. Mais du coup, tout ce passage en fait qui est un immense flashback. Ah là là, il vous met à rude épreuve au niveau des émotions. Hein. C'est moi qui vous le dis. Parce que du coup, c'est vrai que c'est une manière de faire une vraie pause après tout ce qui s'est passé, comme tu disais, mais du coup, on est quand même bien bouleversé aussi, quoi. C'est pas un petit passage de petits rayons de soleil. Oh là là, regardez, c'est mignon. Ah, une petite larme au coin de l'œil droit. Oui, parce qu'en fait, je repense à Sabo. Parce que, je dirais, si vous commencez One Piece maintenant, vous avez la chance d'avoir une centaine de tomes de parus. Et donc, du coup, de découvrir l'histoire. Nous, quand on a édité cette partie-là, la partie Marineford, avec le passé de Luffy, on s'est dit, non, mais alors il y avait des crevures, mais à ce niveau-là, c'est pas possible. Et en fait, on pensait que voilà, il y avait juste un traumatisme. Et de la même manière que tu disais, il y a des personnages qu'on n'a pas vus depuis des années qui reviennent après. Je vous avoue que le passé de Luffy, où ensuite on a des explications beaucoup plus tard, ça vous fait vraiment un coup au cœur. Pas chaud au cœur, mais un coup au cœur. Oui, parce que c'est vrai que du coup, moi je sais. Voilà. Moi je sais déjà quand je l'ai lu, mais c'est pas parce que je savais déjà que j'ai pas été touchée en fait. C'est ça, voilà. Bien au contraire. C'est un passage hyper important. Bon, j'aimerais bien qu'on parte un petit peu dans les informations un peu plus confidentielles. Est-ce que les gens qui n'ont pas lu One Piece, on est d'accord, vous êtes comme moi, vous avez une mémoire qui va pas forcément durer très longtemps. Et du coup, vous allez capter l'info. Puis, non, il y a 2-3 trucs, je pense que vous allez quand même le garder en tête. Parce que c'est très très marquant. C'est très très marquant. Mais dans le même temps, si on vous révèle des infos, en fait, vous pourrez encore plus profiter de la lecture. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez comment ça va se passer. Et vous pourrez voir à quel point l'auteur gère son histoire et la tension narrative pour vous mener jusqu'à cette révélation. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. De la même manière que quand vous avez déjà lu un manga que vous adorez, que vous connaissez l'histoire, quand vous le relisez, vous vibrez pour les événements. Et pourtant, vous savez qu'il va se passer un truc. Mais vous le relisez quand même parce que justement, vous êtes pris, vous êtes hypé par le manga. Et là, c'est ce qu'on va faire avec Marineford.
Voilà, donc là on arrive dans la partie spoilers. Alors je crois qu'on n'a pas de petit bandeau spoil, parce qu'en fait on le fait quand même assez rarement, honnêtement. Voilà. Mais du coup voilà, là on est en mode spoil. Je laisse le temps quand même 15 secondes aux gens qui sont trop loin pour une raison inconnue de leur ordinateur ou je ne sais pas, et de cliquer sur mute. Voilà, le mute, alors du coup il faut prévoir un symbole quelconque visuel pour leur dire vous pouvez remettre le son. On fera ça. Voilà. On fera ça quand ce sera bon. Mais peut-être que vous vous en rendrez compte parce que peut-être qu'on sera en train de vous faire l'annonce de fin d'émission et vous direz c'est pas One Piece ça. Car vous verrez que c'est pas One Piece, bien évidemment. Donc là on part dans le spoil. Attention, c'est parti. Alors on commence par quoi en fait? Il y a tellement d'éléments hyper importants. La liste est assez longue en vrai. Oh mon... Alors vous savez pas, mais sur cette tablette il y a un bullet journal. Alors en fait vraiment c'est, je vous montre pas mais c'est, oui effectivement j'ai fait un nombre de notes. Ok, le nombre de scrolls est assez conséquent. Beaucoup trop grand. Non mais par exemple, je reviens sur Boa Hancock, excusez-moi, je crois que je la kiffe un peu trop là. Je crois que en fait dans mon top 3 de personnages préférés de One Piece, il y a toujours eu Zoro en premier. Voilà, je crois que Boa Hancock elle arrive deuxième maintenant. Tellement ça a été fort de la découvrir. Est-ce que je suis la seule? Est-ce qu'il y a que moi? Une petite fois sur le chat. Non, en vrai, Boa Hancock, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le personnage. Après, ouais. Moi, je sais que c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié pour son passé. Puisque, donc maintenant qu'on est dans la phase... Oui, on peut parler de son passé. Dans la phase de spoil, disons les termes. Quand on découvre que, justement, son tatouage est en réalité un marquage au fer de la part, justement, des Dragons Célestes, qui a ensuite été modifié, que, du coup... Elle a été esclave. Qu'elle a été esclave, que les grands corsaires, parce que c'est, entre guillemets, le seul moyen qu'elle ait trouvé pour assurer la liberté de son île, c'est-à-dire qu'en fait elle est obligée, elle, de s'assujettir à la marine pour que son île soit tranquille. Donc déjà on est là, on fait, parce qu'au départ on se dit, oh, oui ok, elle est belle. Ah oui, puis après on fait, pas que. Donc il y a tout ça, et il y a aussi, moi ce que j'aime vraiment beaucoup avec Boa Hancock, c'est que il y a tout ce côté-là, mais si on avait juste ce côté-là, on va dire, ce serait juste un personnage bigger than life, où on dirait, ok, c'est bon. Et après, il y a son histoire d'amour avec Luffy. Où là, Luffy dit c'est bon le riz. Et elle fait il me demande en mariage. je force un petit peu le trait. Le paradoxe. Voilà. Et donc du coup, ça rend Boa Hancock véritablement, je dirais donc, qui est véritablement donc humaine, parce que elle est capable justement de se débarrasser extrêmement facilement de tout un équipage de marins en l'occurrence, puisqu'en fait il suffit qu'ils aient dépensé légèrement Salas envers elle et puis c'est bon, elle les pétrifie. Mais à côté de ça, voilà, comme elle ne maîtrise absolument rien au niveau de ses sentiments, de ce que ça signifie, parce que justement Amazonie est une île des femmes, donc il n'y a pas eu forcément de formation sur comment ça marche, et donc il y a ce renversement qui fait que moi je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup Boa Hancock, mais vraiment dans sa totalité, avec le côté... tout le package. Voilà, c'est ça. Luffy dit quelque chose, oui, donc ça veut dire ça. Non, ça veut pas dire ça, mais voilà. Puis il y a les explications aussi sur sa maladie, parce qu'en fait au début, à ce moment-là, quand elle tombe vraiment amoureuse de Luffy, du coup elle tombe malade. Oui. Puis on lui dit, on connaît cette maladie. D'autres sont passés par là, c'est terrible, vous allez mourir. Quoi? Comment? Ah, c'est l'amour. Ok, c'est une manière de concevoir l'amour un peu. Voilà, l'amour est un ouragan, mais on pensait pas qu'il pouvait tuer supposément. Donc au début c'est un peu alarmant, mais du coup c'est intéressant, je trouve, cette manière de le mettre en scène finalement, de représenter cette manière Quoi? Il m'a appelé par mon prénom. Je me doutais bien que c'était pas avec le riz, mais je savais qu'il y avait quelque chose comme ça. Merci pour le rappel. C'est drôle. C'est les petits trucs. Merci vraiment évidemment Oda Sensei pour ces petits moments, parce que mine de rien, comme ça c'est léger aussi, ça contrebascule un petit peu avec tout ce qui arrive derrière. Enfin vraiment, on est sur un équilibre qui est assez impressionnant sur tout l'ensemble de cet arc. C'est pour ça que c'est assez impressionnant. Alors du coup moi dans mes moments d'émotion intense, alors évidemment il y a le gros événement à Marineford, mais du coup l'autre qui m'a beaucoup touchée, on en parlait donc vraiment juste à l'instant, c'est le passé de Luffy, de Sabo et de Ace. On est toujours dans les spoils, hein. Quand j'ai compris qu'ils n'étaient pas frères de sang, j'ai fait ah bon? Quoi?
ça a été un de mes mind blows parce que là, par exemple, Internet m'avait pas dit. Internet m'avait fait comprendre, ils sont frères, trop bien, c'est True Brother. Mais parce que justement, nous, je pense que les fans et les lecteurs, ils sont dans leur tête, c'est vraiment, ils sont frères, quoi. Tu vois, même s'ils sont pas frères de sang, mais c'est des frères, donc je pense que... C'est parce qu'en fait, du coup, moi, quand j'ai commencé à comprendre que Sabo venait d'une famille noble, que Ace, son daron, oh my god, on vous le dit après, j'étais en mode... mais attends, mais les parents de Luffy, du coup, c'est quoi la connexion? Et c'est à ce moment-là que, du coup, j'ai compris qu'il y avait un problème, effectivement. En fait, dans le cadre du manga, au moment justement où Ace peu avant le moment où Ace est amené pour y subir son châtiment, il y a, je crois, un des amiraux, des vice-amiraux qui prend la parole, et c'est là où il révèle justement l'ascendance de Ace, comme quoi justement Ace est le fils de Roger. Et là, quand tu lis ça, tu fais alors attends, je comprends pas parce que Luffy, son grand-père, c'est un amiral. Son père, c'est dragon révolutionnaire. Comment est-ce qu'ils peuvent être frères s'ils n'ont pas le même père? Ça commence à devenir bizarre. On commence à réfléchir. En plus, ils abordent la question du fait que la mère de Ace, donc Portgas dit Rouge, l'a gardé dans son monde pendant, je crois, 20 mois. Ouais, c'est ça. Attendez. C'est voilà. En fait, elle l'a gardé pendant 20 mois pour être sûre que, puisque forcément, quand Roger a été arrêté, la marine a géré, a battu toutes les terres et toutes les îles, puisqu'elle avait entendu parler d'un potentiel héritier. Elle voulait surtout pas que l'héritier en question naisse. Et donc, Portgas des Rouges a gardé son fils pendant 20 mois pour justement s'assurer qu'il puisse vivre en mode, en fait, c'est pas toi l'héritier. Bien évidemment, elle en est décédée. Mais voilà, quand on a ces éléments, mais que du coup on fait, mais je comprends pas, Luffy et Ace, ils sont dit, on est copains, voilà ma carte de vie et tout. Enfin, on est frères, pardon, voilà ma carte de vie. Et donc, après la guerre au sommet, on a ce flashback avec Ace, Luffy et Sabo. Et en plus, on a Sabo qu'on ne connaît pas, qui n'est jamais arrivé. Voilà. Et en fait, on a vraiment un trio pour le coup vraiment de frangins, et pour lesquels on sent que en fait la famille, c'est pas le sang. La famille, c'est les valeurs qui sont partagées, c'est tout simplement les bêtises qui sont faites ensemble, parce que quand ils étaient jeunes, ils en ont fait un certain nombre. Et je pense que c'est ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand on découvre ce qui arrive à Sabo dans ce flashback, et qu'on connaît pas la suite. Toi, du coup, t'étais pas bien. Voilà, moi j'étais pas bien. Quoi? Il croise un bateau et le bateau le coule. Non, mais bon, donc voilà. On venait de le connaître et de l'aimer. Voilà. Après, c'est ça, parce que tu te dis, mais attends, mais c'est bizarre quand même, ils introduisent un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu depuis le début. Même Luffy et Ace, ils n'ont jamais fait mention. Moi, j'ai senti le truc venir. Enfin, à l'époque, quand j'avais lu Flashback, je me suis dit, c'est bizarre. Genre, c'est étonnant, ouais. Ouais, qu'ils en mentionnent pas. Même quand Ace et Luffy se retrouvent pour la première fois à la Basta, ils en parlent pas. Enfin, c'est vrai. Je me suis dit, ça va être un peu bizarre. Ça sent pas bon cette histoire. Mais attends, je suis en train de réaliser que du coup, ça veut dire que quand Luffy retrouve Ace à Marineford, ils sont à ce moment-là encore tous les deux convaincus que Sabo est mort. Oui. Ouais. C'est-à-dire que Ace avant de... T'as tout compris. T'as tout compris. Oui. Parce qu'évidemment, Sabo, vous le voyez partout sur pense... Internet aujourd'hui. Il est adulte, hein. Tout va bien. On a prévenu que c'était la rubrique spoiler, Doctor Who 83. Donc, on l'avait dit, c'est la rubrique spoiler. Donc non, c'est évidemment. Et, je suis en train de réaliser que du coup, ça me touche. Ça me touche en fait, du coup, de me dire que voilà, il est mort en se disant qu'il lui restait juste un frère, alors qu'en fait, il lui restait tout. C'est terrible. C'est vrai que c'est vraiment très 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 touchant. En fait, vraiment ce passage où on est dans leur monde où ils sont petits. Alors déjà, au début, ils sont plutôt mignons. Après, on les voit grandir et tout. Enfin, je suis une maman en plus. Je suis une maman. Donc moi, lire ce genre de passage, ça me prend tout de suite. Oui. Et voilà, moi j'avais la chance de le lire vraiment maintenant. Donc je savais que Sabo, il allait rester. Donc quand j'ai vu la scène avec le petit chapeau dans l'eau, les petites lunettes et tout, j'étais en mode bon, voilà, on essaye de nous émouvoir. Du coup, je repense du coup à tous les gens qui l'ont lu à ce moment-là. Mais l'événement le plus marquant, celui qui est incarné littéralement par le t-shirt que je porte, et celui un des premiers que j'ai vu. C'est One Piece, c'est quoi? Ah oui, d'accord, Ace. C'est vraiment un des premiers trucs que j'ai vu. Donc avant même de savoir qui était Ace, c'est ce qu'il représentait, je savais déjà qu'il était mort. On est dans la rubrique des spoils. Ouais.
à Marineford. Mais il est pas mort n'importe comment. Hein. Ah non, parce que bon, à la base, on te dit, bon, il va se faire exécuter et tout, mais non, parce que Luffy. Enfin, bon déjà, Luffy il arrive à Marineford avec tous les autres prisonniers. Oui. Voilà, il a fait sa petite alliance, ils arrivent à Marineford, sachant que bon, il y avait déjà les combats, les échauffourées qui commençaient déjà à avoir lieu. Lui, il arrive avec toute sa clique. Du coup, lui, son objectif, c'est clairement sauver Ace, mais bon, il va rencontrer plusieurs adversaires sur sa route, notamment les amiraux aussi. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on croise, on avait rencontré Aokiji et Kizaru auparavant, mais là, c'est la première fois qu'on voit Akainu, justement. Akainu, personnage très important dans cet arc, justement, pour revenir à Ace. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi la première fois que Luffy utilise le fluide dans cet arc. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, plein de petits trucs teasés pour l'avenir. Oui, il l'utilise sur Amazon Lily au début, non? Ah ouais, je crois qu'il y a des, il y a des petits hybrides, mais en fait, il s'éveille, je crois. Il s'éveille sur Amazon Lily. En fait, sur Amazon Lily, il utilise donc le fluide royal. Donc, dans l'univers de One Piece, il faut savoir qu'il y a plusieurs fluides, le fluide royal, le fluide perceptif et le fluide offensif, si mes souvenirs sont bons, qui sont donc différentes capacités. Et donc, et le fluide royal consiste en fait à rendre inconscient toutes les esprits faibles à la ronde. Et à un moment, justement, dans Amazon Lily, il le fait. Ouais. Et c'est là où notamment Boa Hancock et ses sœurs réalisent que c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est ça, exactement. Mais oui, c'est vrai qu'à Marineford, il le refait. Bah, justement, en fait, au moment où les soldats veulent exécuter Ace, il le refait. C'est ça. Et du coup, bah, les soldats, bah, ils sont. En fait, c'est là que tout le monde remarque en mode ah oui, Luffy, ok, c'est pas n'importe qui, quoi. Et donc, oui, on arrive à ce moment où, effectivement, il arrive à sauver Ace, du coup. Tu te dis, ah, il y a un petit espoir. Il sauve Ace et tout, et au final, bah non. Akainu arrive. Ce bâtard. Excusez-moi. Il arrive et fait un beau donuts sur le corps de Ace. Moi franchement, honnêtement, justement parce que c'est très bien que vous avez parlé du flashback juste avant, mais moi, la première fois quand je vois la mort de Ace, bon franchement, j'avoue, je suis choqué, mais je suis plus triste par rapport à la réaction de Luffy que par la mort en elle-même de Ace. Parce que... C'est l'impact sur lui. Oui, ouais, c'est vrai que Ace, en fait, on n'a pas trop eu le temps de s'attacher à lui. On sait que c'est le frère de Luffy, on sait que c'est un gars classe, mais on l'a vu une fois, après on l'a vu se battre contre Barbe Noire, et puis après on sait qu'il est en prison. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. Donc, moi, limite, même la mort de Barbe Blanche, peut-être qu'on en reparlera, on va en reparler, je pense, mais qui est plus, pour moi, elle m'avait plus impacté. Ouais, mais c'est vrai qu'après, avec le flashback, justement, de l'enfance, j'ai dit, ah ouais. En fait, c'est chaud. Ça se trouve, Oda, en fait, il s'est rendu compte, il s'est dit, on n'a pas trop vu. On va rajouter une couche. Ouais, c'est ça. Pleurer. Mais ce qui est intéressant, tu parles de la mort de Ace. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que Oda, lorsqu'il travaille, donc il raisonne, il fait ses chapitres, il n'y a pas de souci, mais il raisonne aussi par tome. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, dans tel tome, il y aura tel chapitre, tel chapitre, tel chapitre. Et donc, du coup, il organise son histoire en termes de gestion de la tension narrative par volume. Alors, si elle a valu certains... je dirais certains aménagements, puisqu'il y a des tomes qui sont montés jusqu'à 224 ou 240 pages, où là l'éditeur lui dit t'es gentil, normalement c'est pas dans ces paginations là, donc il a revu, et je crois justement c'est dans la partie guerre au sommet. Mais ce qui est vraiment très, très flagrant pour justement la mort de Ace, c'est qu'au moment de la sortie en volume relié, je dirais le coup fatal et la constatation de la mort de Ace ne sont pas dans le même volume. Vous avez le coup fatal qui termine, je vérifie, qui termine le tome 58, et vous avez la constatation de sa mort qui est au début du tome 59. Et donc, quand vous ne lisez que les tomes, et qu'en plus, vous suivez la parution à l'époque et que vous avez le tome 58... Ça en chapitre, c'était pire. Voilà, donc pour le coup, vous êtes... Donc, et c'est là où on sent qu'il y a vraiment une réelle maîtrise de la tension narrative de Oda qu'on est emporté. Et en plus, c'est, je dirais, comme tu disais, par rapport à Barbe Blanche, on a aussi des enjeux et des décès différents où tu fais bon bah, je vais m'en prendre un café. Ouais, c'est ça, bah c'est clair. Comment tu remontes la pente, ouais. C'est ça. C'est clair. Parce que bon, oui, Barbe Blanche, effectivement. Parce que après, moi, je savais que, vas-y, Barbe Blanche, moi, personnellement, je savais qu'il allait mourir à la fin de l'arc. Parce que bon, déjà... Il le fallait ? C'est pas qu'il le fallait, mais c'est que quand il apparaissait un peu malade. C'est ça, déjà même à la scène où Shanks il débarque sur après Ines Lobby, là, il va voir Barbe Blanche, c'est le mec, il est là, il est sous médecine, quoi. Donc, tu sais que le gars, il est vraiment sur sa fin. Et que bon, de base, le plan surtout au-delà de Marineford, c'était par rapport à Ace, mais ouais, ils se sont dit, bon, on va se faire aussi Barbe Blanche d'un coup. Donc je me dis, bon,
C'était sûr que, enfin voilà. Oui, puisqu'effectivement à la base la condamnation publique, enfin l'exécution publique de Ace était un appât pour devenir Barbe Blanche. Voilà, exactement. C'est ça le premier. Parce qu'il savait que comment ça mon fils il est emprisonné, non, je vais aller venir le sauver parce que c'est son fils spirituel. C'est ça, parce qu'on parle de la famille, il y a beaucoup cette notion de famille aussi dans l'équipage de Barbe Blanche, quoi. Que Barbe Blanche c'est le père spirituel de tous les membres de son équipage, quoi. Ace, il considérait vraiment Barbe Blanche comme son daron. Ah oui, c'était son père. En fait, Barbe Blanche, il expliquait en fait, Barbe Blanche pour lui, tous les membres de sa flotte font partie de sa famille. Et donc, ça ne le gêne pas qu'on l'appelle père, même s'il est pas un père, je dirais, biologique. Et donc c'est pour ça que justement Ace le considérait comme son père. Il le considérait d'autant plus comme son père que Ace n'a jamais accepté le fait d'être le fils de Gold Roger. C'est-à-dire que c'est un héritage qu'il a toujours refoulé comme une sorte de tâche impie qui lui serait restée. Et en fait, il a passé toute sa vie à prouver qu'il était digne de quelque chose de différent de son père. Et sans ça, justement, que son décès dans les bras de Luffy est véritablement poignant, parce qu'en fait, il a la chance de voir sa vie défiler sous ses yeux au moment de mourir. Et donc, c'est là où il a ces mots dans les bras de Luffy, où il dit juste « merci de m'avoir aimé », parce que c'est au moment où il meurt qu'en fait, qu'il réalise que tout ce après quoi il courait, il l'avait déjà. Et que, il l'a plus parce qu'il meurt. Mais voilà. Donc, j'ai des frissons rien qu'en parlant. Mais surtout pour revenir sur la notion de famille de l'équipage de la Barbe Blanche, justement, on peut parler de Barbe Noire maintenant, parce que lui aussi il a un rôle très important dans tout ça, parce que c'est lui qui du coup capture Ace pour le mettre au gouvernement pour avoir sa place de corsaire, parce qu'à la base Barbe Noire, lui, je rappelle que Barbe Noire était dans l'équipage de Barbe Blanche, il a volé le fruit du démon, c'est pour ça que Ace il a trahi la famille, donc je vais à la poursuite de Barbe Noire. Il a tué un membre de l'équipage. Oui, il a volé et il a tué un membre de l'équipage, effectivement. Du coup, Ace part à sa poursuite. Il se fait battre par Barbe Noire, du coup il se fait emprisonner pour avoir son titre de corsaire. Et donc voilà, tout ça pour dire que Barbe Noire, tout ça c'est de la faute de Barbe Noire, et qui en plus c'est lui qui, il participe aussi à l'achèvement de Barbe Blanche, donc il tue lui aussi son propre père spirituel, quoi. Et en plus il lui vole aussi son fruit du démon au passage, donc Barbe Noire, il a très très machiavélique dans cet arc. C'est là où vraiment tu te rends compte qu'en fait c'est vraiment lui il fait partie vraiment des gros antagonistes du manga. Ouais, et ce qu'il faut bien garder aussi en tête, c'est que lorsque Luffy et son équipage est arrivé sur l'archipel des Sabaody, donc c'était à peu près au tome 50 si je me rappelle bien, oui c'est ça, 50. Et je me souviens quand j'avais lu le tome 50, il disait clairement, géographiquement on est à la moitié du voyage. Donc moi je me dis ok, il y a du coup il reste 150 tomes. Là on est à 108. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que justement, comme on est à la moitié du voyage, donc Oda a expliqué que la deuxième moitié du voyage s'appelle le Nouveau Monde, mais c'est parce qu'en fait, ce terme est ironique, parce qu'en fait, au contraire, ce qui se passe dans le Nouveau Monde, c'est si terrible que les personnes qui n'y sont pas prêtes, en fait, veulent juste retourner dans la première partie. Et en fait, justement, on a avec cette partie Marineford, en fait, le fait que tous les enjeux de la deuxième partie soit réellement posé. C'est-à-dire que Barbe Noire, avant, ça restait entre guillemets juste un pirate parmi d'autres. Là, très clairement, dans la deuxième partie, même si Luffy n'est pas confronté de manière directe, il reste une sorte de némésis qui flotte toujours en arrière-plan, et c'est notamment lié à justement cette rencontre à Marineford face à Ace. C'est tellement de choses qui se passent. J'ai du mal à... J'étais très émue et je veux m'appuyer très très fort entre les doigts là pour... Parce que vraiment, c'est vrai que c'est des passages en plus contextualisés par vous deux, en fait, ça les rend encore plus intenses. Parce que moi, je voulais raconter comme ça allait. Et là, ils mettent tout le contexte. Désolé de les avoir vécus. C'est ça, vous y mettez vos émotions et ça se sent. Et je pense que c'est une des forces du manga, c'est qu'en fait, chacun qui va lire évidemment les tomes de One Piece, en fait, se fait embarquer émotionnellement dans cette aventure aussi. Et chacun va s'exprimer du coup avec ses propres émotions. Et vous le faites très très bien. Et ça m'impacte de fou. Parce que du coup, pour rester d'ailleurs dans les incroyables révélations, il y avait effectivement donc la révélation que Ace était le fils de... Alors moi je l'appelle Goldie Roger parce que j'aime bien insister sur le D, parce qu'apparemment il y a
Il y a un truc sur les gens avec un D. Oh oui, la volonté, la volonté voilà. du D. Alors, faut savoir que la marine, au départ, donc, a communiqué sur Gold Roger et non Goldie Roger, hein, puisqu'en fait, et c'est pour ça que dans les premiers tomes, on parle de Gold Roger, parce que tout le monde pense à l'or, parce qu'en fait, il y a une sorte de légende où les personnes qui ont un D dans leur nom de famille sont vouées à avoir une très grande destinée. Alors, un peu tragique pour Ace, mais effectivement, il s'appelle Portgas D. Ace. Luffy s'appelle Monkey D. Luffy, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, en gros, les personnes qui portent ce D sont, je schématise, un danger pour le pouvoir en place. Et donc forcément, quand vous êtes la marine, vous voulez pas dire, vous savez, si vous avez un dé, vous allez être une grosse épine dans notre pied. Et donc c'est pour ça que justement, donc au départ, on parlait de Gold Roger, qui finalement après on parle de Goldie Roger, parce que justement, Luffy et son équipage en apprennent un peu plus. Ça permet d'entendre vraiment bien le dé, effectivement. Voilà, et parmi les révélations, je crois qu'on l'a pas abordé, mais c'est... attends, c'est qui le dit déjà? Que officiellement, oui, le One Piece existe. C'est Barbe Blanche. Mais c'est Barbe Blanche, voilà. Juste avant de mourir. C'est Barbe Blanche, hein, c'est ça. Il a dit le One Piece existe. Et ça... tout le monde en PLS. En fait, c'est une des informations les plus capitales de l'arc, puisqu'on a débuté One Piece, on se dit, c'est un condamné à mort extrêmement célèbre, mais du coup, est-ce qu'il a voulu leurrer la planète entière? Là, Barbe Blanche qui le dit, qui l'annonce et qui l'affirme, c'est ce qui provoque finalement aussi... Nouvelle ère, la ère de piraterie. Ouais, c'est la reconfirmation, quoi. Surtout que, comme on l'a dit précédemment, c'est que il y avait Goldie Roger qui était considéré comme le roi des pirates, et était Barbe Blanche qui était son rival. Donc à ce moment-là, Barbe Blanche, comme on a dit, c'était le pirate le plus puissant de son ère. Donc le fait que lui réaffirme avant de mourir, en plus, encore une fois, tu te dis let's go, hein, on y va. Hein. On va à la quête du One Piece. Moi, ça m'a mind blow. J'ai fait attends, donc ça existe vraiment? C'est ça. Et surtout quand tu vois la réaction des marines, tu vois, t'as Sengoku qui est en mode non, pourquoi il s'en fait, en mode et qui d'ailleurs qui part à la retraite d'ailleurs après cet arc, ça il en avait marre. Après c'est Akainu qui devient du coup amiral en chef du coup. On arrive à le trouver sympathique par la suite. Moi, franchement, j'ai un non, Arrête Kisaki dans Tokyo Rangers. Non, mais moi, franchement, Akainu, je trouve qu'il a fait son travail. Est-ce qu'on peut lui en vouloir, en vérité? En fait, non, mais je comprends ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Akainu, on est d'accord que c'est celui qui a pour principe une justice absolue. Exactement. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui agit en accord avec ses principes, tout comme Aokiji qui a plus que pour principe, on va dire de mémoire, je crois que c'est une justice pépère ou une justice tranquille. Donc, oui, en fait, chaque amiral en fait a un peu sa vision de la justice, en fait. Et c'est vrai que du coup, oui, Akainu, voilà, ça fait partie de ces personnages, comme je disais, qu'on adore détester parce que justement, il a une vision très claire. Et c'est une vision à laquelle il ne déroge pas, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de non mais peut-être que... Voilà, c'est-à-dire que je suis persuadé que même si on écoutait Akainu, je pense qu'il n'y aura pas de grands corsaires. Tu vois, il y a la marine qui fait la justice, et déjà les grands corsaires pour lui c'est une sorte de gêne, parce que c'est des pirates qui travaillent pour la marine, mais ça reste quand même des pirates. Donc il y a vraiment ce côté justement justice absolue, et je pense que c'est pour ça que Winnie, tu dis que tu arrives un peu à... Parce qu'en fait, il reste fidèle à son comportement. Tu peux pas, c'est pas quelqu'un, on va dire, c'est pas un lâche qui agit pour sauver ses fesses et tout. Non, son principe c'est une justice absolue. Des fois, ça passe par des choses qui sont extrêmement terribles, qui sont véritablement gênantes pour Luffy et ses compagnons. Mais si à la base l'exécution de Ace c'était juste un leurre pour attirer Barbe Blanche, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tuer? mais après Akainu il apprend, parce que je m'en souviens plus, mais au moment où je crois que c'est Sengoku qui il y a la révélation par rapport au fils de que Ace est le fils de Roger, et je me souviens plus si Akainu était au courant de ça. Et donc je suis pas certain. Je crois que lui était pas au courant. Et donc il apprend, comment ça, genre on va en mode on va pas laisser le mec, c'est le fils du roi des pirates, donc on va l'exécuter, enfin je peux pas, comme on a dit, il est dans sa vision de la justice. Je vais en finir quoi, c'est pas possible qu'on laisse un mec comme ça errer dans les mers. Donc moi je pense que c'est ça. Oui, c'est Sengoku qui a... Ouais, c'est Sengoku, ouais. Incroyable la double page d'ailleurs. J'avoue qu'elle est impactante. Ouais, et tu vois ça, je me suis fait spoil cette double page. Ah, cette double page, tu l'avais vue sur internet avant? Ouais, je m'étais fait spoil cette double page. Mais moi j'avoue que non. Ouais, n'est autre que Gold Roger, le roi des pirates. Tu vois, je sais pas. À la tête des autres persos après. Je pense qu'il y en a plein qui étaient pas au courant de ça, donc
Il y a quelqu'un qui a Yuriki Dono qui dit quand je vois quelqu'un cosplayer en Akainu, Ouais, Akainu, j'ai envie de lui faire du mal. J'ai jamais vu un cosplay de Akainu d'ailleurs. Bah apparemment ça doit exister. Il tient pas très longtemps. Apparemment, ouais. Mon Dieu. Bah, mais... En tout cas, coucou aux gens qui nous rejoignent. Il y a quand même des gens qui arrivent. Vous êtes au meilleur moment, le moment de spoil. Dans le moment dur. Mais ouais, c'est clair que non, ouais, Akainu, ouais, c'est. Oui, je sais. Par contre, tu vois, c'est vrai que t'as parlé de la vision, tu vois, par exemple, Barbe Noire. J'aime pas trop son côté un peu farfelu, lâche, un peu. Je valide pas trop. Oui. Mais Akainu, au moins, il est fidèle à lui-même. C'est quelqu'un d'entier. Voilà, exactement. Même après, on a le droit de pas aimer la vision du personnage. Après, je dis pas que c'est mon personnage préféré. Attention. Ouf. On va doser. J'en peux plus. On va doser. Mais je trouve que ça. Je comprends. Genre sa vision des choses. Je vois le regard qui me juge. Non, mais c'est parce que c'est juste que même, tu vois, au-delà de la justice, de la morale, c'est juste que j'arrive pas à me dire que la mort de Ace était nécessaire. Je pense... vois l'impact dans l'histoire parce que peut-être que c'était nécessaire pour faire grandir Luffy. C'est horrible à dire comme ça, c'est horrible à dire. Mais peut-être que c'était important. C'est la première fois, j'ai l'impression, au vu des réactions des gens sur internet à chaque fois, qu'il y a un vrai gros perso, on va dire, qui meurt et qui revient pas. C'est pas ça beau. En fait, c'est pas ça beau. Ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, moi, il y a pas de mort de base dans One Piece. Je veux dire, Oda l'expliquait dans un des courriers des lecteurs, c'est pas son but de tuer les gens. On les bat. On les bute. On les bat, pardon. Ou éventuellement on les écrase, mais on les tue pas. Ils vont en prison, à Impel Down. Ils vont en prison. Et donc du coup, c'est pour ça que justement il y a eu un véritable traumatisme sur Ace et Barbe Blanche. C'est que, en fait, en l'espace de quelques chapitres, on a eu deux personnages emblématiques qui sont passés de vie à trépas, et en plus, Barbe Blanche, il serait resté 3 chapitres de plus, il serait mort de vieillesse ou maladie techniquement. Voilà. Mais même comme même de douleur, quoi, comme il s'est fait planter, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait aucun mort dans One Piece. Et donc là, on en a deux qui sont, je veux dire, quand vous avez Luffy qui quitte Amazon Lily, qui descend dans Impel Down, qui fait il est plus là, qui remonte, qui s'infiltre, qui fonce, il va direct, qui fonce dans Marineford avec du coup toutes les troupes. Vous en tant que lecteur, vous avez qu'une envie, c'est qu'il le sauve. Et donc, quand justement vous avez Akainu qui intervient derrière et qui tue Ace, oui, là c'est vraiment un traumatisme parce que on s'y attend pas. C'est un échec, hein. Luffy a perdu. Et je pense qu'effectivement c'est le premier échec de Luffy. Et c'est pour ça qu'il m'a aussi. Il se remet en doute complètement. C'est vrai, il se remet complètement en doute sur ses ambitions, sur qui il est, sur ce qu'il fait et tout. Il met beaucoup de temps en fait à redevenir le Luffy. C'est parce qu'en fait, avant, pendant jusqu'à Marineford, en fait, Luffy était le moteur de l'action. Il était, moi j'ai toujours en tête où Nami le regarde en pleurant, aide-moi s'il te plaît, où il met son chapeau sur sa tête et qu'il dit évidemment que je vais t'aider, et où il fonce. Limite ça aurait été Zoro, j'aurais dit c'est à gauche, mais sinon c'est ça. Et donc voilà, c'est Luffy a toujours foncé pour aider les personnes, pour aider les Nefertari Vivi, etc. Et à chaque fois ça lui a réussi. Et là, c'est la première fois où il est confronté à la marine, où il est confronté au grand corsaire, énormément de monde, et même s'il a des alliés, en fait, ce qu'il a justement, c'est des alliés et pas des amis. Et donc, il se retrouve, lorsque Ace meurt, confronté à quelque chose auquel il n'a pas vraiment l'habitude, parce qu'effectivement, Sabo, ça remonte à facile une dizaine d'années, et quand on a traversé tout un continent, qu'on a foncé dans une prison et qu'on arrive à Marineford, c'est pas juste pour finir le bec dans l'eau. Et c'est là où en fait, je dirais pas il prend conscience, mais à la dure, que oui, il y a des dangers plus terribles que lui. Et c'est pour ça que je disais que Marineford, c'est vraiment un acte central, parce qu'il prend conscience qu'il y a des dangers plus terribles que lui, justement avant de partir sur le nouveau monde, où de base, tout le monde sait que les dangers sont plus terribles que soi, mais où a priori, si Luffy n'avait pas fait l'expérience du décès de son frère, il y serait allé en mode « je vais y arriver ». Et bon, il y serait pas forcément arrivé. D'où le fait de s'entraîner aussi pendant 2 ans, pour dire « ok, je vais bien me préparer là, parce que c'est du sérieux ». C'est vrai.
Bon, je sais pas si tu comptais en parler, Si, Caro, de mais l'ellipse. non, pas de l'ellipse, Quoi mais juste un dernier moment à Marineford. Bien sûr, je vas-y. suis obligé. Mais bien sûr. Bon, il y a un Ils moment. prennent le thé. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Ils ont pas du tout le temps. Non, parce que en gros, il y a Kobe. Qui est présent dans l'arc. Oui. Voilà, lui, il voit toutes ces... Parce que justement, il y a Ace qui meurt. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en mode, il y a Ace qui meurt, mais la bataille continue. Donc lui, il pète un plomb. Il dit, mais ça y est, la mission, elle est finie. Pourquoi ça continue à se battre? Donc lui, il fait son grand speech en mode, j'en ai marre, etc. T'as un Kainu, bah bon, lui, il a un peu débordé. Il brille un peu, il dit, bon, toi, je vais te fumer. Et t'as Shanks qui arrive. Oui. Ah oui, Shanks qui arrive dans l'arc pour mettre fin à la guerre. Et ça, c'est pour le coup, ça, c'est mon moment préféré de l'arc. Enfin, il arrive, il dit bon, il vient avec son équipage, il dit bon les gars, c'est fini, rentrez chez vous, allez boire le thé justement. Et, la guerre est finie et voilà, tout le monde est en PLS. Ok, il y a Shanks qui arrive quoi, et Shanks qui est là. Donc moi je me souviens en plus effectivement quand Shanks arrive, déjà la première fois je me fais waouh, on en a pas entendu parler depuis depuis le tome 1. Bon c'est bon, il lui manque toujours son bras, c'est bien le même. Et une des premières phrases qu'il dit c'est je suis venu mettre un terme à cette guerre. Et j'étais là, je me dis ah ouais, il faut quand même énormément de courage et d'aplomb pour dire alors vous la marine, vous les grands corsaires, vous la flotte de Barbe Blanche, maintenant vous allez m'écouter, stop. Voilà. Et ça marche. Et ça, et si vous avez un problème, on est là. S'il y en a qui veulent se battre, et en plus le bien c'est que ok, vas-y, tout le monde arrête. C'est incroyable. C'est vrai qu'il impose le respect quoi. C'est ça. Non, franchement, ça c'est bon, même si bon, il y a cette petite confrontation, enfin pas confrontation, ils se battent pas, mais ce petit discussion avec Barbe Noire aussi. Parce que bon, faut savoir aussi que la cicatrice que Shanks il a, c'est Barbe Noire qui lui a fait. Donc il y a Barbe Noire qui lui fait des petites blagues par rapport à ça. Non, franchement, ça, ce moment-là, j'ai crié. J'ai crié. Ça aurait été pas possible que Shanks il me foute un coup à Barbe Noire. Je pense, mais c'était pas. Je pense que c'était pas le but. Là, c'était vraiment, c'était en mode venir calmer le jeu, quoi. C'était pour calmer le jeu et surtout en fait, faut pas oublier que la guerre au sommet, elle est vue du côté de Luffy. Et à partir du moment où son frère est mort, où il est juste totalement inconscient, en mode végétatif, à la limite, si Shanks se bat contre Barbe Noire, bah nous en fait on en a presque rien à faire parce que c'est pas notre problème. Et donc le fait que Shanks arrive en disant je suis venu mettre un terme à cette guerre et que réellement ils mettent un terme à cette guerre, fait ok, ça veut dire que c'est pas le lieu et l'heure pour rajouter d'autres choses. Et on va passer à la suite. Mais oui, c'est ça, ouais, parce que Shanks il dit, regardez, il y a tous les morts, et il faut les ça y est, c'est bon, faut les enterrer, quoi. Donc, non, mais ouais, à ce moment-là, il était incroyable. Ouais, c'est vrai qu'en plus, Shanks, du coup, il assiste. En fait, ils sont enterrés. Attends, je sais plus à quel endroit c'est. Oui, enfin, c'est Barbe Blanche. Il y va. Il y va, ouais. Il y va, et c'est un moment qui est très, très touchant aussi, quoi. On reste un peu dans cette espèce d'émotion, et il y a un respect. Il y a un respect de la part justement de ces pirates vers ces autres pirates. Pour revenir sur la rencontre qu'il y a eu entre Shanks et Barbe Blanche auparavant, Shanks lui prévient. Il dit à Barbe Blanche ne va pas, dis à Ace de revenir, ne va pas. Et Barbe Blanche il est en mode non. Je vais laisser, il laisse Ace aller retrouver Teach, t'as pas le soin de me donner, donc il y a un peu ce délire de l'orgueil, quoi. Comme quoi, peut-être si Barbe Blanche avait écouté Shanks, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. Donc voilà, chacun a un peu sa part de responsabilité dans cet arc, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ah là là, il y a un autre détail qui était intéressant qui avait été donné par quelqu'un sur le chat, c'était la fraise, je retrouve pas ton message, mais je l'avais lu sur le grand écran, qui parlait en fait des implications pour les... Ah si, c'est Barry la fraise, qu'en fait c'était pas possible que Ace puisse survivre suite à cet événement, parce qu'en fait il en allait de la crédibilité de la marine en fait, aux yeux de la population aussi. C'est-à-dire que quand t'annonces que c'est le fils de Gold Roger, t'évites de le laisser en vie. C'est ça aussi, c'est ça, c'est pour ça, pour revenir sur Akainu, quoi. Et du coup je me suis dit c'est vrai, c'est pas mal comme argument, même si ça fait mal. Et puis là ils ont fait un doublé, quoi. Mais je pense qu'en fait à la base Ace était censé servir de leurre pour Barbe Blanche, et c'est lorsque la marine a découvert que Ace était en plus le fils de Gold Roger qu'ils ont décidé non seulement d'en faire une réelle exécution publique, parce que techniquement ils auraient pu faire un leurre pour Barbe Blanche sans pour autant que ce soit Marineford, etc. Donc d'en faire une réelle exécution publique et surtout d'aller jusqu'au bout, parce que Sengoku dit clairement à Ace, si on te laisse en vie, tu vas devenir le pirate le plus puissant de cette nouvelle génération. Donc, comme quoi, du coup, il pense qu'en étant le fils de Gold Roger, on devient plus puissant, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais
Mais voilà, donc on sait que du point de vue de la marine, donc Sengoku qui est juste au-dessus et donc Akainu qui est en dessous, on sait que du point de vue de la marine, effectivement, Ace, son sort est scellé. Sauf justement si Luffy réussit à s'échapper. Mais justement, Akainu s'interpose et Oda a expliqué notamment dans un courrier des lecteurs qu'il y avait une sorte de gradation des différents fruits du démon. Parce qu'on est là, on fait non mais Ace, c'est bon, il est en flamme. On peut pas vraiment le buter, il va juste faire flop, 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 flop. Et en fait, Oda a expliqué non, Akainu c'est le fruit du magma. La puissance du magma est supérieure à la puissance des flammes. Et c'est pour ça que Akainu a pu tuer Ace. Effectivement, et j'imagine que ça aurait été Aokiji, ça aurait pas fait grand-chose. C'est clair. Il y a Yokozuna qui a fait une espèce de représentation Garp, Dragon, Luffy. C'est l'affiliation, c'est ça? C'est l'affiliation, c'est-à-dire qu'effectivement, Luffy est le fils de Dragon le révolutionnaire et Garp est son grand-père. Mais je ne suis pas. Je ne sais plus s'il y a rien entre Dragon et Garp ou pas. Si, je crois que c'est clairement dit que c'est Dragon est le fils de Garp. Ouais, Dragon, c'est vrai, c'est clairement dit que Dragon c'est le fils de Garp. D'accord, ok. Donc on a effectivement une filiation comme ça où du coup, c'est pour ça que Garp, du coup, c'est ça. Comme Dragon est devenu le révolutionnaire, c'est Garp qui élève Luffy. Alors ce qu'il faut déjà bien voir, c'est que la filiation entre Garp, la filiation entre Garp et Luffy, on l'apprend tard, on l'apprend tome 45. Ah ouais. Voilà. Donc juste après Enies Lobby d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On voit un amiral qui arrive, on fait tiens, j'ai déjà vu quelque part. Oui, je suis le grand-père de Luffy. Ok. Voilà. Et donc, et en fait, donc du coup, c'est Garp qui l'a élevé, donc élevé avec beaucoup de guillemets. Oui, puis il l'a confié. Tu t'en occupes, salut. Donc avec Ace et Sabo. C'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que là, je parlais tout à l'heure de Boa Hancock qui était une grand corsaire, mais qui est quand même amoureuse de Luffy. On a quand même Garp qui est donc le héros de la marine, puisque comme c'est lui qui a arrêté Gold Roger, je dirais il est presque intouchable, qui du coup est du côté de la marine. Luffy fonce et on a effectivement une confrontation éclair entre Luffy qui en fait lui c'est son grand-père mais c'est pas grave, il faut sauver Ace. C'est juste son grand-père biologique, c'est tout quoi. Voilà, c'est ça. Et oui parce qu'en plus il l'a pas connu, c'est vrai qu'il l'a pas tant élevé que ça. Ils ont pas de lien réel. Mais voilà, on a effectivement un choc des générations, même pas un choc de culture mais un choc de génération où officiellement Garp dit que oui, il va se défendre, il sait où est sa place, etc. Puis à la fin il fait c'est mon petit-fils, tu crois quand même pas que j'allais le taper? Donc il y a effectivement il y a ce côté. Et moi ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que dans Marineford, donc on a vu que justement Luffy réussit à venir à Marineford avec des alliés qu'il a réussi à rallier à lui, mais c'est qu'en fait on sent véritablement la capacité qu'il a à fédérer des personnes autour de lui sans que les gens ne se posent de questions. Que ce soit du côté de la marine, que ce soit du côté des grands corsaires, que ce soit du côté des pirates. Évidemment, ils sont pas tous on va aider Luffy parce qu'il faut libérer Ace. Mais déjà, on a justement ce côté fédérateur qui est annonciateur des flottes dont il sera, on va dire, un peu à son corps défendant le chef, parce que voilà, sa capacité, et c'est ce qu'ils disent plus tard, c'est que la capacité de Luffy la plus terrible, c'est pas qu'il sache se battre, c'est pas qu'il est le fruit du démon, c'est qu'en fait, naturellement, il est capable de réunir les gens. C'est ça. Ouais, comme on nous dit en plus l'analyse de Mihawk, œil de faucon, oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, il avait titillé ça. Et puis bon, quand Shanks il arrive, lui aussi, il a dit bon, moi, j'ai pas été, on m'a pas dit de venir pour affronter Shanks. Hein, au revoir. C'était drôle ça. C'est pas marqué dans le contrat. Ouais, c'est pas dans le contrat. Ouais. J'ai pas signé pour ça, excusez-moi. La première impératrice, c'est un énorme secret. Alors ça, je m'en souviens plus. La première impératrice, de quoi? Là, il parle de l'Amazon Lily, par rapport à l'impératrice de l'Amazon Lily, je pense. Ah. Ouais, je crois qu'il fait mal. Mais attends, la première impératrice. C'est qui? Impératrice, ouais, je pense qu'il fait mention à celle de Amazon Lily. Enfin, peut-être avant. Oui, la première impératrice au sens féminin d'empereur. D'accord. Ok, d'accord. Mais ouais, donc. Voilà. Mais je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression que depuis qu'on a ouvert les vannes du spoil, en fait, on s'arrête plus parce que c'est tout le temps, il y a tout le temps des trucs et des trucs c'est clair. Après, comme t'allais en parler tout à l'heure par rapport à l'ellipse, quoi. Après, t'as juste l'ellipse, du coup, on retrouve nos chers personnages. C'est ça. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, pour qu'ils puissent justement progresser et acquérir les nouvelles compétences qui leur permettront de survivre dans le nouveau monde. Et il y a aussi un élément qui est quand même très important dans la fin de Marineford, c'est que cette ellipse, certes, Luffy va s'entraîner,
mais la personne qui l'entraîne, c'est Silver Riley, Ah oui. qui est quand même le numéro 2 de l'équipage du Roi des Pirates. Oui. Donc c'est pas juste quelqu'un qui fait je vais t'apprendre, c'est voilà. Symboliquement Donc, parlant. Symboliquement parlant, c'est effectivement une transmission d'héritage. Comme en plus, on sait que justement le One Piece existe, que techniquement Silver Riley aurait pu expliquer ce que c'est que le One Piece, et le film a clairement dit non, moi ce que je veux c'est le chercher, je veux pas que tu me dises ce que c'est, donc tu te tais. Et ben là on sait que du coup il est parti pour plusieurs tomes. Voilà, pour pas conclure en un. Voilà. Ah, c'était ça. Voilà. Sinon, là, ça aurait été beaucoup trop facile, effectivement. Mais non, voilà, l'arc Marineford, c'est tellement de moments importants et impactants dans l'histoire de One Piece que je pense qu'en fait, on pourrait tourner presque en boucle parce qu'on aurait toujours des éléments supplémentaires qui nous reviennent. En fait, c'est extrêmement dense, comme à chaque fois One Piece. Si vous lisez One Piece, vous savez, un seul tome de One Piece, c'est bourré d'informations, c'est vraiment extrêmement verbeux aussi au niveau des dialogues, et il y a le courrier des lecteurs qui est super chargé aussi, qui vous balance plein d'informations sur l'univers, donc c'est vraiment à chaque fois une lecture sur laquelle il faut prendre son temps, vraiment très clairement, et donc cet arc est rempli de moments hyper importants pour la suite aussi. Moi personnellement, je fais partie de ces gens qui apprécient quand sur des longs récits, il y a des ellipses, même sur les récits courts en fait. Je suis en train de réaliser que j'aime bien les ellipses parce que tu sens qu'on va passer à autre chose. Ça peut être un nouveau départ, on repart sur de nouvelles bases et ça peut donner un coup de fouet des fois à certaines choses, mais surtout ça veut dire qu'on réétablit un peu les règles du jeu, et moi en tout cas c'est vraiment un des trucs que j'aime le plus, peu importe le type de narration dans lequel je m'embarque. Donc là l'ellipse, voilà, c'est un des points forts je pense qui fait vraiment du coup la démarcation entre avant et après. Parce que du coup, on peut donner un âge au personnage. On dit alors avant ou après l'ellipse pour le film, il avait 17, après c'est 19. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça, on a un à peu près, même si on a l'impression que ça fait effectivement 15 ans, 20 ans, combien de temps déjà que le manga existe, qu'on accompagne du coup ces personnages qui ne vieillissent pas. Bah, ça fait 25 ans, ouais. Et voilà, il y a Lucky Dono qui dit que vous m'avez donné envie de relire l'arc. Dans ce cas-là, il faut acheter. Alors, il a peut-être pas acheté autant de fois. Ouais, je m'avance, hein, mais je me dis peut-être. En tout cas, on s'arrête ici pour toutes ces révélations ou ce moment de partage de souvenirs avec vous. Donc on fait le geste. Voilà, on fait le geste. On s'arrête là pour les spoils, hein, mais ça se trouve personne n'avait mute parce que c'est une aventure qu'on apprécie revivre de toute manière. Puisqu'on va passer à la toute dernière partie, c'est l'annonce. Il y a une annonce intéressante pour les fans de Tokyo Revengers. C'est pas One Piece, mais du coup de Tokyo Revengers, donc on en parlait tout à l'heure, il y a eu Ouais, vite Kisaki, ouais, toujours. La propagande déjà finie. toujours. Et donc, cette annonce par rapport à Tokyo Revengers, ça ne peut pas être l'arrivée du dernier tome parce qu'on sait qu'elle arrive le 31. Mais j'ai quelque chose sur le dernier tome qui ne concerne pas l'annonce, mais comme on l'a reçu, on va le partager. C'est une avant-première pour vous. C'est une avant-première, donc le tome 31 sortira en juillet, donc sous forme d'un coffret. On a reçu justement la semaine dernière l'exemplaire justificatif pour s'assurer que le coffret convient. Incroyable. Et donc, pour rappel, donc, ce coffret contient bien évidemment le tome 31 comme ça. de Tokyo Revengers, le dernier databook en date, donc le character book numéro 4 de Tokyo Revengers, ainsi que, on vous en avait parlé, un cadre photo, donc c'est un cadre photo papier, et vous avez ensuite une succession de visuels, donc 8 visuels, que ensuite vous pouvez tout simplement glisser à votre convenance dans le cadre pour le mettre sur votre bureau. Attends, je fais un petit test de décoration. Excusez-moi, je couvre One Piece, hein, 2 secondes seulement. Mais c'est magnifique! Mais c'est superbe! Il faut ça dans la déco de toutes les bibliothèques de gens qui possèdent la série Tokyo Revengers. Voilà. Donc vous aurez ce cadre photo avec 8 visuels en récupérant donc le coffret collector qui contient le dernier tome de Tokyo Revengers et le character book. Mais ça, ce n'était pas l'annonce. Ça, c'était la petite avant-première. Ah là là, des petits apéros comme ça, gratuits. C'est totalement gratuit. Non, l'annonce concerne Tokyo Revengers, mais pas un tome de manga. Non, pas un tome de manga, puisqu'en fait, au Japon, ils ont sorti un calendrier perpétuel Tokyo Revengers.
Ce qui est important dans le calendrier, c'est que justement il est perpétuel, c'est-à-dire que c'est pas un calendrier que vous allez avoir juste pour l'année 2024, pour l'année 2025, c'est un calendrier qui sera valable tout le temps. Donc nous avons ici l'exemplaire modèle japonais. Donc je retire ça, hop. Et forcément, comme je le prends, ça part. Voilà, bon, c'est pas très grave. Hop, donc vous avez donc le calendrier qui se présente comme. On arrive à le voir. On voit un peu, attends, faut enlever ton verre. Donc, voilà. Je déplace donc pas. vous avez le calendrier qui se présente comme ça, où vous avez donc une trentaine d'illustrations, les joies du direct. Vous avez donc une trentaine, donc 31 illustrations précisément, une pour chaque jour donc nous sommes le 4 si je me rappelle. Ouais, on est le 4 juin. On va dire qu'on est nous sommes le 4 juin. Donc voilà. Et qui dit calendrier perpétuel dit qu'en fait en bas vous avez donc une sorte de languette plastique donc numérotée de 1 à 12 pour indiquer le mois. Et donc en fait comme nous sommes le 4 juin, vous ferez glisser la languette comme ça et donc là vous aurez donc le 4 juin et puis demain pour le prochain live que nous ferons, nous serons le 5 juin, à demain, etc. Donc c'est un calendrier perpétuel Tokyo Revengers, donc vous voyez qui est assez petit, donc qui permet justement de se placer sur tous les bureaux, toutes les tables sans être trop encombrant. Donc tout est en japonais, mais bien évidemment ce sera traduit, donc vous aurez les phrases choc des différents personnages. Et donc c'est un calendrier qui sortira donc en fin d'année, en octobre, si mes souvenirs sont bons. Ok, c'est le cadeau de Noël. Voilà, exactement. Voilà. Et au prix de 12 €. Voilà. Okay. Alors j'ai une question, ça n'enlève pas le calendrier One Piece qui sort tous les ans? Non, ça n'enlève pas, le calendrier One Piece. Le calendrier One Piece lui sort en septembre, si mes souvenirs sont bons. Mais comme là, il y a justement un calendrier perpétuel Tokyo Revengers et que les lecteurs de Tokyo Revengers ne sont pas forcément les mêmes que les lecteurs de One Piece. Oui. C'est sûr qu'on voilà. Donc on vous propose les deux, à ceci près que là vous avez un calendrier perpétuel. Et donc si jamais pour une raison quelconque vous ne pouvez pas vous le procurer d'ici cette fin d'année, comme c'est un calendrier perpétuel, il sera toujours en stock. Donc vous pourrez aussi le commander les années suivantes. Perpétuellement dans les librairies. Voilà, sans vous dire oh mon dieu j'ai raté l'année 2024. Non mais c'est pas grave, c'est une année. Mais c'est incroyable ça comme concept. Voilà. Je savais pas que ça existait. Bah ouais, je savais pas que ça existait. Moi je pensais qu'il y avait que les calendriers par année à chaque fois, mais non. Et moi je connaissais le concept, mais je l'avais jamais vu comme ça en fait. J'avais vu d'une autre manière, mais c'est sympa. Du coup, il y a des jours que t'aimes plus que d'autres. Oui. Ok. Et si, moi, j'aime le 10. Et là, quand on est le 10 du mois. Là, j'ai l'impression que les illustrations, c'est les couvertures des tomes. Alors, pour les visuels couleurs, c'est généralement les couvertures des tomes, mais pour le verso, justement, ce sont des vignettes tirées du manga. Du coup, d'accord. Ok. D'un côté ou de l'autre. C'est ça. Mais là, il y a effectivement je crois le listing. Mais les illustrations sont hyper cool. Alors j'ai une pote, elle sera toujours le 16. On sera toujours le 16 chez elle. Après on peut se faire emporter aussi par ça. Si on aime vraiment une illustration, on se dit je vais rester sur ce jour-là. Mais du coup après on sait pas. Mais du coup voilà, il faut bien penser à tourner la petite page tous les jours. Attendez, wow, le 31, j'aimerais voir le 31. C'est marrant 31 comme 31 tomes de Tokyo Revengers. Exactement. Mais c'est pas comme ça que les illustrations ont été sélectionnées, bien évidemment. Oui. Oh, le 31. Attendez. Le monde n'est pas prêt. Le 31, regardez. C'était ton fond d'écran pendant un long moment, ça, non? Mais oui. Incroyable, il est là. Il est sur... Et c'est le 31, bah ça sera un mois sur deux du coup, mais je m'attendais pas à voir cette illustration, c'est une de mes préférées évidemment. Oh là là, Draken, un de mes protagonistes préférés, malgré tout ce qui se passe dans cette histoire, à jamais dans mon cœur lui aussi. Et du coup, avec toutes ces informations qu'on vous a transmises, eh bien nous arrivons à la fin de cette émission. Donc voilà, c'était le créneau du midi 14h. On espère que ça vous a plu. On attend vos retours, comme on vous l'a dit en début d'émission. N'hésitez pas à nous le partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, peut-être TikTok aussi. Mais il n'y a pas trop de raisons, sauf si vous commentez les vidéos. C'est un peu... Voilà. Vous avez commenté une vidéo, un truc rien à voir. Alors le créneau 14h. Une vidéo TikTok de 2 heures, c'est un peu long quand même. Voilà, ce serait un petit peu particulier. En tout cas, merci à vous deux d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bah merci, c'était cool, hein, c'était sympa. Voilà, un plaisir avec des fins connaisseurs de l'univers de One Piece de partager ces moments. Winnick, vous retrouvez évidemment sur ses réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux en plus. Exactement, il y en a tous énormément. Les réseaux sociaux et puis de temps en temps sur les réseaux sociaux de Glénat Manga, voilà.
Voilà, effectivement, pour présenter les nouveautés, comme tu l'as fait récemment. Exactement. Et Benoît, par contre, c'est que dans les Glénat Manga Live, hein, quasiment. Ah, il a été dans une de tes vidéos. Oui, on a fait une vidéo ensemble pour Réimp, exactement. Voilà. J'ai dû me rappeler de mes cours de judo de quand j'étais jeune. Donc comme quoi il peut faire des petites apparitions aussi en dehors, c'est un petit Pokémon Shiny, un petit peu finalement. Et je vous donne rendez-vous du coup pour la prochaine émission, le Glénat Manga Live, qui revient donc dans 2 semaines, mais cette fois-ci à 18h, et ce sera un live édito. Du coup, très clairement, si vous avez des questions par rapport à Glénat ou au monde de l'édition, qui concerne quand même un peu Glénat dans l'idéal, c'est quand même mieux, eh bien vous allez pouvoir faire votre stock de petites questions et l'équipe sera là évidemment pour vous répondre. Donc n'hésitez pas aussi à le partager à droite et à gauche si vous savez qu'il y a des gens qui sont curieux sur certaines choses par rapport à certaines séries du catalogue de Glénat, eh bien vous aurez vos réponses, potentiellement dans la mesure du possible, sur le prochain live. On a hâte de vous retrouver, notez-le bien, dans 2 semaines à 18h. Bonne journée à vous, ciao.